Ça marche? Oui, ça marche. Mais bon. Bon. Le whiteboard, je vais juste voir. Le whiteboard, il commence. OK. Vous avez. Faire attention quand vous touchez l'écran, si vous parlez, puis vous faites ben là, ben les slides. Il va, OK. Quand je fais ça, je peux pas reculer, je peux juste Si avancer. vous voulez reculer. Il faut que je le demande à vous. OK. C'est correct. OK. C'est parce que des fois, je fais des petits allers-retours. Okay. Si vous êtes capable de poser quelques questions aux gens qui sont sur le web, juste pour savoir s'ils sont présents ou pas. Parce qu'il y en a qui allument ça, et ils vont faire le lavage. Je vous dis avant de commencer, vous voulez dire? Je vais leur dire. OK. Alors, on va vous demander de prendre place. Encore une fois, cette semaine, on enregistre nos meetings. Alors, pour ceux qui sont à distance, juste quand on va poser des questions, il faut répondre via le bouton question. C'est pas grave si vous savez la réponse ou pas, là. Dites bleu, rouge, vert. C'est juste pour savoir si vous êtes vraiment là et que vous êtes à l'écoute. Parce qu'il y en a beaucoup qui partent le webinaire, ils vont faire les emplettes, ils reviennent après 2 heures, puis bonjour, je suis là. Alors, c'est notre façon, c'est la seule façon qu'on a de vérifier si vous êtes vraiment là côté conformité. Si jamais vous entendez monsieur parler ou quelqu'un a posé une question, vous n'avez pas entendu, levez la main ou faites-nous signe pour que, et demandez-nous de répéter la question pour qu'on puisse vous répéter la question aussi. Ceux qui sont dans la salle ici, on va vous demander de ne pas parler un par-dessus l'autre. Si vous avez un commentaire ou quelque chose à faire, on lève la main puis on parle assez fort pour que nos auditeurs à distance puissent comprendre les commentaires, parce que c'est plate quand le présentateur il parle et ils ne savent pas de quoi il parle, parce que vous avez fait des commentaires. Alors, on va débuter la session. Et puis, ceux qui sont à distance, si vous avez des questions, ben moi, je les vois ici, alors je vous surveille. Big Brother est là. Alors, on a M. François Bernier ici de Sun Life et Loredana Capellano qui est ici aussi. Alors, je crois que c'est monsieur qui va présenter en premier, puis Loredana va complémenter avec les produits par la suite. Alors, on y va comme ça? Oui. Parfait. Je peux commencer? Oui. Correct. C'est bon. OK, parfait. Fait que bonjour à tout le monde. Mon nom est François Bernier. Je travaille pour la Sun Life. Je suis un support à l'équipe de vente. Donc, nous, on a des représentants sur la route comme Loredana qui... Est-ce qu'il se passe quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous ne m'entendez pas à Sherbrooke, laissez-moi le savoir. Écrivez-nous un petit message là, si ce n'est pas clair. Donc, je suis un support à la vente. C'est-à-dire que quand vous travaillez un dossier en particulier, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de conseils, bien, on est un soutien disponible. Moi, je couvre l'équipe de l'Est du Canada. Bon, je me vois le derrière de la tête. Et voilà. Hein? On dit que la caméra rajoute 10 livres. Je pense que c'est plus que ça dans ce cas-là. Fait que, c'est pas grave. Fait que je suis un soutien à l'équipe de vente pour nos représentants de Sun Life. Aujourd'hui, on va parler de planification successorale, règlement de succession, puis fonds distincts, puis plus précisément, comment insérer les fonds distincts lorsque vous faites la planification successorale de vos clients. Planification successorale, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire pour nos clients, pour les aider souvent à vouloir diminuer la facture fiscale, mais souvent, ça va au-delà de ça. Souvent, on veut pouvoir donner une valeur ajoutée à nos clients en faisant de la planification successorale. On va vous expliquer comment, on va vous expliquer pourquoi. Entre autres, parce que le processus de règlement de succession, ça peut être un processus qui est extrêmement long, qui est extrêmement onéreux en termes de travail, qui est extrêmement coûteux en termes de temps, si vous me permettez l'expression. Fait qu'il faut savoir que quand on a des héritiers qui attendent après un règlement de succession pour avoir des sommes, bien parfois, si on peut simplifier le processus de règlement de succession pour nos clients, on va permettre à nos clients, aux héritiers surtout, d'obtenir des liquidités plus rapidement. Donc, on va commencer notre présentation d'aujourd'hui. On va faire une petite définition, quelques petites définitions. On va décrire ce que c'est que la planification successorale. Ensuite, on va aller dans le processus de règlement d'une succession. On va voir quelles sont les différentes étapes à suivre lorsqu'on procède au règlement d'une succession. Puis finalement, on va parler de fonds distincts, puis comment les insérer dans les stratégies de planification successorale de nos clients afin de donner une meilleure expérience à nos clients lorsqu'il survient un décès dans la famille. Alors, allons-y. Qu'est-ce que la planification successorale?
Ça, c'est une petite définition que j'emmène dans beaucoup de présentations qui parlent du sujet parce que je trouve que ça décrit bien c'est quoi faire de la planification successorale. Je lis jamais de phrase, mais celle-là, je la lis toujours parce que elle structure bien un peu ma façon de penser en la matière. Grosso modo, une planification successorale, c'est structurer ses affaires juridiques et financières pour qu'à notre décès ou au décès de notre client, les biens du client soient transférés en premier lieu aux personnes qu'elle souhaite. Donc, faire une planification implique un choix. C'est moi qui va décider à qui vont aller mes actifs. Si je ne fais pas de planification, qui va décider? Le gouvernement, par le biais du Code civil du Québec, qui va décider à qui vont être transmis mes biens. On planifie, c'est nous qui décidons. Au moment où on le souhaite, parfois on peut vouloir transférer nos biens immédiatement suite au décès. Dans certains cas, on peut vouloir retarder la distribution des actifs du défunt. Raison X ou Y, on va voir différentes raisons. Alors, faire une planification, ça me permet de décider le moment du transfert. Si je n'en fais pas, ben, mes héritiers vont avoir accès aux sommes dès que la succession va être réglée. Avec les restrictions recherchées, parfois, je veux bien léguer des sommes à quelqu'un, je veux bien donner un bénéfice à quelqu'un, mais je ne lui fais pas nécessairement totalement confiance. Je pense que cette personne-là, peut-être, aurait tendance à aller à Las Vegas, puis peut-être miser sur le vin noir, plutôt que de mettre ça dans un fonds mutuel. Donc, peut-être que je voudrais mettre des restrictions sur le capital qui lui est distribué pour s'assurer que le capital ne sera pas dilapidé. Si je fais de la planification, je peux faire des restrictions. Si je n'en fais pas, il n'y en aura aucune, en général. La façon la plus simple et la plus économique possible. En général, moi, je suis toujours un partisan de la simplicité. La simplicité est facile à comprendre pour nos clients. Parfois, on peut faire des structures très complexes, des fiducies, des administrations prolongées, on peut faire toutes sortes de choses, mais parfois, ce n'est pas nécessairement facile à comprendre pour nos clients. Alors, est-ce qu'on pourrait utiliser des produits qui vont nous simplifier la vie, rendre ça simple pour les clients, puis diminuer la facture de règlement de succession dans certains cas? Puis avec, bien entendu, la plus grande efficacité fiscale. On vise toujours, quand on fait une planification successorale, à diminuer la facture d'impôt de nos clients. Grosso modo, transmettre son patrimoine, on peut faire ça de différentes façons, par différents canaux. Moi, je considère que, grosso modo, il y a 3 canaux de transmission du patrimoine. Le premier canal, puis on l'oublie souvent, c'est le canal de transmission du patrimoine du vivant. Je ne suis pas obligé d'attendre de décéder avant de transférer mes biens à mes héritiers. Je peux commencer le transfert de mon vivant. Pourquoi je ferais ça? Ben, parfois, je n'ai pas besoin de tout mon capital pour vivre. Parfois, je pourrais transmettre dès aujourd'hui le capital à mes héritiers parce que moi, j'en ai assez pour vivre. Puis mes héritiers sont dans un moment de leur vie où il y aurait besoin d'argent. Peut-être qu'ils vont s'acheter une maison, ils vont peut-être envoyer une petite école, on ne sait pas. Ils auraient peut-être besoin du capital tout de suite. On peut transférer du vivant. Des fois, c'est intéressant de transférer du vivant. Parce que si moi, je garde les sommes à mon nom, ils vont peut-être s'apprécier en valeur. Puis au moment de décéder, je vais être obligé de payer de l'impôt sur les biens que j'ai conservés à mon nom. Tandis que si je transfère de mon vivant des biens à mes héritiers, ben, au moment de mon décès, ces biens-là ne m'appartiennent plus. Il n'y aura plus de disposition de présumer de la valeur de ces biens-là. Pas d'impôt à payer. L'impôt a été transféré d'une génération à l'autre. On peut donner du cash aux héritiers, à nos enfants. C'est pas interdit. On prend un chèque, on donne ça à nos enfants. C'est pas un problème, c'est facile. On appelle ça une donation entre vifs. Il n'y a pas d'impôt quand on fait ça. On écrit un chèque à nos enfants, on leur donne de l'argent, il n'y a pas d'impôt. Ils peuvent l'investir ensuite. Il n'y aura pas de règle d'attribution qui va s'appliquer si ce sont des majeurs. Parfois, on peut vouloir donner à nos enfants, mais on peut vouloir laisser des cordes. Parce qu'on leur, encore une fois, peut-être qu'on ne leur fait pas pleinement confiance. Fait que dans ce cas-là, on pourrait mettre de l'argent dans une fiducie dont ils vont être bénéficiaires. Ça veut dire que l'argent leur a été donné, en guillemets, par le biais d'une fiducie. Ils n'y ont pas accès totalement au capital tout de suite. Puis on met des conditions dans la gestion de la fiducie pour qu'éventuellement, ils puissent avoir accès à ces sommes-là. Le problème avec les fiducies, c'est que ça peut parfois être coûteux. Fiducie entre vifs, ça coûte souvent 5 000 à 6 000 à mettre en place, parfois plus.
Alors, parfois, il est possible d'utiliser des fonds distincts pour avoir des résultats similaires à des fiducies entre vifs. Par exemple, oups, je vais vous demander de reculer, s'il vous plaît. Par exemple, dans certains cas, je pourrais, si j'ai des sommes que j'aimerais transférer du vivant à mes enfants, il y a des sommes mais que je veux pas que mes enfants le dépensent de façon trop importante, ben, je pourrais, par exemple, transférer des sommes à mes enfants. Mes enfants pourraient investir ces sommes-là dans des fonds distincts, dont ils seraient propriétaires et les rentiers. Donc, le capital sort de mon patrimoine. Ce serait eux qui recevraient la facture fiscale pour, par exemple, le fonds distinct détenu personnellement. Mais je pourrais, parce que je veux pas qu'il aille dilapider le capital, je pourrais faire une désignation de bénéficiaire irrévocable. Je pourrais même me mettre moi comme parent comme bénéficiaire irrévocable de ce fonds-là. Ce qui fait que j'obtiendrais un effet similaire à une fiducie entre vifs, mais sans les coûts, sans la structure, sans avoir à faire une déclaration d'impôt distincte parce que j'ai une fiducie entre vifs. Premier canal, donc, canal de transmission du vivant. Les deux autres canaux se passent après le décès. Il y a ce que j'appelle le capital, le transfert par... Oui, monsieur? Absolument. Absolument. Oui, triplex. Quand on fait une donation d'un bien qui s'est apprécié en valeur, comme on ne parlera pas de la résidence principale, mais on va parler, par exemple, d'un portefeuille d'actions ou un immeuble à revenus, il y a disposition présumée. Entre personnes liées, on fait une transaction, il y a une disposition présumée pour le donateur à la juste valeur marchande. Fait que je ne peux pas prendre ma maison puis la donner à mon... Je peux la donner à mon garçon, mais moi, je vais devoir payer les impôts là-dessus. Je vais devoir payer les impôts là-dessus. Quand on fait des stratégies de donation, on peut, l'enfant n'est pas obligé de nous payer la juste valeur marchande du bien, mais il faut que moi, je la déclare, cette juste valeur marchande-là. Il faut que je m'impose dessus. On peut avoir les ententes de paiement qu'on veut entre nous autres, c'est une affaire, mais il y a une disposition présumée, puis il faut que je paye l'impôt sur le chalet ou sur l'immeuble à revenus. Oui, ben effectivement, là, faut en tenir compte à ce moment-là. Si on fait une donation à son garçon, il faut savoir d'un immeuble qui s'est apprécié de 100 000 il faut savoir qu'il y a une facture fiscale qui nous attend au bout de la ligne. Puis si notre intention réelle, c'était de ne pas recevoir de contrepartie, à ce moment-là, on pourrait peut-être s'entendre avec notre garçon pour qu'il nous compense pour la facture d'impôt que l'on a à payer suite à cette donation-là. Donc, deux autres canaux de transmission du patrimoine, c'est au décès. Il y a le canal, ce que j'appelle le canal testamentaire, puis il y a le canal par désignation de bénéficiaires, donc par produit d'assurance. Ces deux canaux qui sont assez étanches, il n'y a pas une étanchéité parfaite. Parfois, là, un peut avoir un effet sur l'autre, mais dans la majorité des cas, ce sont des canaux qui sont assez étanches. On n'entend pas la question. Je peux la répéter brièvement. On demandait dans la salle si on donne un bien qui s'est apprécié en valeur, comme par exemple un portefeuille d'actions, ou comme un immeuble à revenus, ou comme une résidence secondaire, puis on fait une donation de ce bien-là à ses enfants. Bien entendu, on va être présumé avoir disposé au bien à la juste valeur marchande et le donateur, dans ce cas-là, le père, va devoir payer l'impôt sur la disposition de ce bien-là. Ça ne veut pas dire quand on fait un don à nos enfants qu'ils ne peuvent pas nous compenser pour cette facture-là, mais il y a quand même un impôt à payer si je donne un bien qui s'est apprécié en valeur, qui n'est pas ma résidence principale, par exemple. Deux façons de transmettre, par canal testamentaire, canal par désignation de bénéficiaires. Canaux assez étanches, puis je vous dirais qu'ils ont deux utilités différentes, qui ont chacun leurs avantages, puis qui ont chacun leurs inconvénients. La présentation d'aujourd'hui, on va beaucoup parler de ce canal-là. Ce canal-là a beaucoup d'avantages. Canal testamentaire. Vous savez, on fait un testament, on peut mettre énormément de clauses dans un testament. On peut faire beaucoup de détails. On a des testaments, il y en a de 5 pages, il y en a de 6 pages, il y en a de 10 pages, il y en a de 15 pages, il y en a de 20 pages. On peut faire tout ce qu'on veut avec un testament, ou à peu près, en autant que ça n'aille pas à l'encontre de l'ordre public. Je peux faire des fiducies, je peux en faire plusieurs, je peux mettre des clauses de remise, des clauses qui vont retarder dans le temps la remise, je peux mettre des clauses incitatives que mes enfants aient aux études. On peut faire toutes sortes de choses avec un testament. On peut complexifier ça à l'infini.
Fait que c'est un canal qui est super intéressant quand on veut faire dans le fancy, si vous me permettez l'expression. Par contre, c'est un canal qui peut être problématique à certains égards. Puis le premier égard auquel il est problématique, c'est parce que c'est un canal de transmission lent. C'est long de transférer les biens des défunts aux héritiers. Je vais reculer d'une case. Grosso modo, si vous parlez aux gens qui font des règlements de succession, le délai moyen pour régler une succession au Québec en 2018, c'est à peu près 1 an et demi. À peu près. Plus la succession est complexe, plus le délai est long. Moi, comme notaire en pratique privée, j'ai déjà vu des successions qui étaient ouvertes depuis 3-4 ans. C'est pas rare. Fait que si j'ai des héritiers qui attendent après le capital pour vivre, ils sont à problème. Quand est-ce qu'ils vont avoir le capital? Ils ne l'auront pas 3 semaines après le décès. Ils vont peut-être l'avoir 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans après le décès. Parce que ce canal-là est un canal long. Puis plus on va s'en aller dans le futur, je vais vous expliquer pourquoi, plus c'est un canal dont la durée, selon moi, va s'allonger. Oui, monsieur? Oui. 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 Mm-hmm. Non, rarissime. Oui, on nous demandait est-ce qu'une succession très simple, à la base, sans complications, peut se régler en 6 mois? C'est la question du monsieur. Moi, je pense que c'est très, très difficile. Pourquoi? Puis je vais en parler tantôt dans ma présentation. Une des problématiques, c'est quand je suis liquidateur d'une succession. Puis là, moi, quand je parle de règlement de succession, les gens parfois me comprennent mal. Moi, quand je parle de règlement de succession, je parle de l'optique d'un notaire qui veut protéger le liquidateur, qui veut protéger les héritiers, qui veut faire les choses en règle, en suivant les règles du Code civil. Vous pouvez toujours transférer le patrimoine aux héritiers, ça peut se faire en 3 semaines. Il y a des conseillers qui me disent ça. Moi, les successions, ça prend pas 1 an et demi à régler, ça prend 3 semaines. Change le nom de compte, transfère ça, ping-pong, c'est fait, 3 semaines, c'est réglé. Hein? Ben, c'est ça. On peut faire tout ce qu'on veut, mais quand on fait ces gestes-là, il y a un impact. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce que, en général, tout va très bien par la suite, puis il n'y a pas de problème. Mais s'il y avait un problème, là, on a créé potentiellement des problèmes pour nos clients. Puis je vais en parler des problèmes qu'on peut créer pour nos clients. Fait que c'est pour ça qu'une succession de 6 mois, c'est plutôt rare. Je vous dirais que la moyenne pour les successions ordinaires, normalement, c'est 1 an et demi. Puis si on parle de succession dans lequel on a des clients en affaires, ben souvent, là, ça va être 2, 3, 4, 5 ans. J'ai hérité de mon oncle l'automne dernier. Mon oncle est décédé sans enfant. Puis il m'aimait bien, puis il a laissé de l'argent à 20 neveux et nièces. Pas un gros héritage, un petit héritage. Pas rien pour aller m'énerver. Mais mon oncle est décédé en 2012. Et j'ai eu les sommes provenant du règlement de sa succession au mois de septembre 2018. 6 ans après. Hein? 2017, excusez-moi, 5 ans après. En train de compter des menteries. C'est pour vous dire que, puis lui était en affaires, donc il fallait liquider les compagnies. Il était en campagne, il exploitait une entreprise en campagne. Il a fallu décontaminer certains terrains, etc. Donc, il y a eu des délais dus au règlement de la succession. Il y a eu des délais hors règlement de succession également. J'ai eu mon argent 5 ans et demi plus tard. Je n'ai pas besoin de cet argent-là pour vivre, on s'entend. Mais si j'étais un héritier qui attendait après ces liquidités-là pour vivre, il y a une problématique, là. Qu'est-ce qu'il va faire en attendant? Fait que c'est pour ça que ce canal de transmission-là, ici, est intéressant. Il est plus simple, il est beaucoup plus rapide. Je peux transférer le capital à mes héritiers très rapidement. Vous savez, on a un défunt, quelqu'un décède, on va chercher une copie de recherche testamentaire, une copie de certificat de décès, on envoie ça à la compagnie d'assurance. En général, tu peux se faire émettre un chèque, vous le savez, très, très rapidement. Donc, c'est possible, si j'ai un héritier vulnérable, un héritier qui attend après le capital pour vivre, d'utiliser ce canal-là. Puis souvent, ça va être recommandé d'utiliser ce canal-là plutôt que celui-là. Parce que si mon héritier vulnérable attend après ça pour vivre, ben, il va peut-être attendre longtemps. Bon, ben là, si le bénéficiaire, c'est l'entreprise, non, parce que le cash reste dans l'entreprise. Là, il va falloir peut-être prévoir, comment je pourrais dire ça, des sommes détenues personnellement, puis utiliser des produits d'assurance détenus personnellement, mais dans la compagnie, ça ne m'aidera pas nécessairement, là, cette capacité-là d'assurance. Oui.
Ça va à la succession. C'est ça. Si j'ai pas de désignation de bénéficiaire ou j'ai mis héritiers légaux, ça s'en va là. C'est pas ici, ça s'en va là. Mon liquidateur va recevoir le chèque en 3 semaines, c'est super, sauf que mon liquidateur, il faut qu'il fasse ses opérations ensuite, va 1 an et demi, 2 ans, puis là, il va distribuer le capital. Fait que je suis pas plus avancé dans ce cas-là. Oui. 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 Oui, une désignation. Oui, la question, c'est est-ce qu'on est obligé de faire une désignation dans le contrat d'assurance ou on peut la faire ailleurs? La réponse, c'est que la désignation de bénéficiaire, on peut la faire dans le contrat d'assurance, mais on peut le lendemain changer d'idée puis aller faire son testament puis rechanger cette désignation de bénéficiaire là dans son testament. Ouais. 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 Moi, comme notaire, j'haïssais bien ça, faire des désignations de bénéficiaires dans les testaments. Parce que je ne sais pas ce qui a été discuté avec le conseiller financier, le pourquoi de la police d'assurance vie ou du fonds distinct. Puis, souvent, le client, de toute façon, va vous dire, ben non, tu n'as pas l'information. Quand on veut écrire une désignation de bénéficiaire valide, ça me prend le numéro de la police, ça nous prend le contrat, etc. Il faut le faire de façon détaillée. Le contrat, le client n'a pas toujours cette information-là. Donc, moi, comme notaire, j'haïssais bien ça, changer de désignation de bénéficiaire. J'ai dit, si tu l'as fait pour raison X avec ton client, à moins que tu aies changé d'idée et ta vie ait changé entre-temps, j'aurais pas tendance à aller la changer comme notaire en arrière. Ça, c'était un peu ma philosophie personnelle, ces désignations de bénéficiaires. Mais j'aurais pu le faire comme notaire, j'aurais pu le faire. Puis là, la désignation de bénéficiaire qui a été faite avec la police d'assurance, avec la compagnie d'assurance, n'a plus de valeur, c'est-à-dire qu'elle est changée, sauf qu'elle n'est pas opposable au tiers, à moins que la compagnie d'assurance ait été notifiée de ce changement-là. Oui. Et un autre ben, ça revient, on fait l'autre désignation de bénéficiaire sur le contrat d'assurance. Oui. C'est la plus récente qui va compter. C'est la plus récente qui va compter. C'est la plus récente qui va compter. Des fois, il y a peut-être des questions de preuve, là, mais ça va être la plus récente qui va compter. Oui. Oui. Un testament, on peut toujours évoquer ça, incluant la portion de désignation de bénéficiaire. Fait que j'aurais pu, en faisant une nouvelle désignation de bénéficiaire, changer ça. Y a-t-il une question? Oui. Quelque chose de base. Un client qui laisse le bénéficiaire, sur une police d'assurance vie, ouais. Il écrit sa femme comme bénéficiaire. Le lendemain, il va aller au notaire, il fait son testament, il écrit la police, BMO, le numéro, il y a tout ça détaillé. Je veux que les bénéficiaires de cette police sera mes 2 enfants. Ouais. Maintenant, il avait dit sa femme, écrit sur la police, et il décède. Ouais. So, j'ai besoin d'un certificat de décès, je l'envoie à l'assureur. Ouais. BMO envoie le chèque. Ouais. Okay. Je vais expliquer ce qui arrive. Je vais expliquer ce qui arrive. OK. Disons que j'ai fait ma femme la semaine passée, j'ai fait mes enfants aujourd'hui dans le testament. OK. Là, la compagnie d'assurance, elle ne sait pas que les désignations ont été faites aux enfants, là, parce qu'on ne les a pas notifiés. OK? So, disons que la femme, elle se dépêche de courir à la compagnie d'assurance. Disons qu'elle a un contact au directeur de l'État civil, elle a le certificat de décès et la recherche testamentaire au bout d'une semaine. Elle va chez Sun Life, elle dit, garde, défunt, c'est moi. Sun Life, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah, tu as raison, voilà un chèque, madame, je vous paye. OK? C'est ça qui va arriver. Moi, ensuite, mais le vrai bénéficiaire, légalement, c'est pas madame, c'est les enfants. OK? Fait que là, ce que les enfants vont faire, ils vont aller voir la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance va dire, ah, too bad, nous autres, on a payé ce qu'on avait à nos registres. Puis le Code civil nous dit que si tu payes qui t'a à tes registres, comme compagnie d'assurance, t'es clean. T'es correct. T'es protégé. Fait que là, les enfants, il va falloir qu'ils poursuivent madame pour avoir le cash. L'argent appartient aux enfants, mais madame s'est dépêchée. Fait que là, les enfants, il faut qu'ils poursuivent madame pour avoir le cash. C'est ça. C'est ça. Vous dites pourquoi j'ai besoin. C'est à cause de ça. C'est la compagnie qui demande ça. C'est la compagnie qui demande ça pour se protéger. La compagnie.
Ben, la politique de Sun Life, c'est de ne pas demander en bas de 50 000. Oui, Mathieu, il vous le dit, là. La Bon. compagnie d'assurance va demander une recherche testamentaire avant de faire le chèque. Ouais. Mais c'est ça, ça dépend des compagnies. Sun Life, la dernière fois que j'avais checké, Sun Life, en bas de 50 000, on ne le demande pas, parce qu'on a rarement eu des problèmes avec ça. Fait que, OK. En bas de 50 000, on s'en fout. Mais en haut de 50 000, normalement, chez Sun Life, ils devraient le demander. Les autres compagnies peuvent avoir des politiques différentes. On va parler à la fois. Absolument. Non, il faut que ça soit désigné. Le Code civil exige qu'il y ait une désignation spécifique de la police d'assurance vie incluant le fonds distinct. Oui, numéro de police, effectivement. C'est pas valide. C'est pas valide. Il y a des exigences particulières. Oui. Si on prend le chemin de monsieur, donc, madame, c'est les enfants sont bénéficiaires, est-ce que Sun Life va payer 50 000 aux enfants? Non. Hors succession ou dans la succession? Ben, les enfants sont bénéficiaires. Si Sun Life est. Ils sont bénéficiaires dans la police d'assurance vie. Non, Sun Life, s'il est notifié du testament, bénéficiaire. Oui. Alors, le fait que c'est une crise testamentaire, Ouais. est-ce que Sun Life va faire un chèque Hors succession aux enfants. à la fin de 3-4 ans? Non, tout de suite. C'est une désignation de bénéficiaire contre l'assurance, ça transite hors succession pareil. OK? Non, même si ça a été fait dans le testament, tu n'as pas à attendre. Donc, ce canal-là, il est intéressant, il est plus rapide. Fait que j'ai des clients vulnérables, je vais essayer d'utiliser ce canal-là plutôt que ce canal-là. Fait que quand on regarde une planification successorale d'un client, il faut regarder nos façons de distribuer, puis la rapidité également de la façon dont les actifs vont être distribués. Je dis vulnérable, c'est vulnérable financièrement. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est handicapé, ça ne veut pas dire quelqu'un qui a des problèmes intellectuels, ça veut juste dire, écoutez, monsieur, il vaut 5 millions, la business a toujours été à son nom, il y a tous les actifs à son nom, puis madame a son CELI, puis c'est à peu près tout. J'exagère, là. Puis madame, la business de monsieur, ça va être super complexe. La succession de monsieur, ça va être super complexe à régler. Avant que madame touche une scène, ça va peut-être prendre 2 ans puis 3 ans. Comment je protège madame? Elle est vulnérable, elle. Elle a toute sa capacité juridique, mais elle est vulnérable, là. Elle attend à avoir besoin du capital pour vivre, là, tu sais. Pour des jeunes enfants, OK. Il y a plusieurs notaires qui font une administration prolongée. Je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment mieux de faire une fiducie testamentaire ou une administration prolongée peut faire l'affaire? Ça va dépendre des cas. C'est des petits montants, une administration prolongée, ça peut faire l'affaire. Si on veut, comme on parle de léguer des gros montants aux enfants, normalement, on serait mieux qu'une fiducie. Normalement. Ça va être du cas par cas, il faut le voir. L'administration prolongée, il faut savoir, dans le domaine juridique, là, les notaires se crêpent le chignon puis ils disent que peut-être ça pourrait être contesté par les héritiers puis ils pourraient réclamer leur capital avant le temps. Puis, fait que, il y a des gens qui disent on ne devrait pas en faire l'administration prolongée, mais dans la vraie vie, des fois, tu veux juste léguer 50, 100 000 ou 150 000 à un héritier puis tu veux pas y remettre à 18 ans. Faire une administration prolongée, ça va faire la job. Le risque est quand même pas si important. Fait que, faut l'évaluer au cas par cas. En général, ça va être ça. On va juste poser une question à ceux qui nous écoutent, François, ouais. De nous nommer un des 3 façons de transmission de testament. OK, on peut reculer? Non, c'est juste que tu poses la question, voir s'il vous plaît. OK, là, OK. Est-ce que vous pourriez nommer, les gens à Sherbrooke, les 3 façons de transmettre son patrimoine aux membres de la famille? Une des 3 façons. Une des 3 façons. Répondez en pesant sur la question. Répondez en pesant sur la question. Moi, pour Vous êtes surveillés. Big Brother is watching you. OK. Fait qu'allons-y, notre processus de règlement de succession. L'écran est flou. Bon, l'écran est flou. OK. C'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Quand on fait un règlement de succession, ça va être nous comme liquidateurs, qu'on appelait l'exécuteur testamentaire. Maintenant, c'est le liquidateur. Ça va être le liquidateur nommé dans le testament. Ou s'il n'y a pas de testament nommé à la majorité des héritiers, ça va être le liquidateur qui va faire le processus du règlement de succession. Le processus de règlement de succession, c'est un processus qui est très complexe.
Je vous en ai mis ici, là, vous en avez pour 2 pages. Je n'irai pas taper ça à la chose, ça, je vais être obligé de revenir en arrière après. Grosso modo, je vous ai mis à peu près 2 pages d'éléments à tenir compte lorsqu'on fait un règlement de succession. On a un beau petit document produit à la Sun Life qui s'appelle « Quoi faire maintenant ». C'est un document d'à peu près de, si je ne me trompe pas, d'à peu près une 50aine de pages. Un PDF que vous pouvez y avoir accès gratuitement. Dans le premier 25 pages, c'est comme un récapitulatif des, comment je pourrais dire ça, de toute l'histoire du client, qui est son notaire, qui est son avocat, qui est son médecin, qui est le comptable, etc. Bon, vous avez un récapitulatif, où sont les placements. Puis dans la dernière partie du document, vous avez toutes les étapes à suivre par un liquidateur qui règle une succession. Il y en a à peu près pour 20-25 pages dans le document. C'est pour vous donner une idée de la complexité, de l'étendue des différentes tâches qui attendent le liquidateur qui doit régler une succession. Dans certains cas, ça peut très bien aller, puis dans certains cas, ça peut être plus pénible et ça peut être plus long. Je vous invite à demander à Loredana ou à ses collaborateurs là, ce document-là. Étais-tu d'inquiète? Son demi-collaborateur. Donc, pour avoir une copie de ce document-là, c'est intéressant. Vous pouvez la remettre à vos clients, puis ça vous permet d'avoir un petit topo sur leur situation. Ouais, c'est ça. Quoi faire maintenant? Ouais, c'est gratuit. Moi, je trouve que c'est super. Puis ça vous permet, là, un client qui décède, ça vous permet d'avoir le topo de sa situation. Vous pouvez même vous en servir avant le décès comme un outil pour dépister les besoins du client, là, tu sais. Fait que vous-même, y a-t-il des actifs ailleurs? Fait que ça peut être super intéressant comme outil de développement. Donc, première étape pour le liquidateur, ça va être quoi? Ça va être de localiser les documents du défunt. Tu sais, première affaire, il va falloir que je trouve une copie du testament. Copie du testament notarié, mais parfois du testament holographe. Des gens qui me disent, ouais, mais François, copie du testament, t'écris à la Chambre des notaires, la Chambre des notaires va te dire où est le dernier testament. Fait que tu vas le trouver, ça sera pas long. Oui, ça peut être vrai, mais on n'est pas toujours la garantie que le testament notarié est le dernier testament. Mon défunt a peut-être changé d'idée après être allé voir son notaire, puis il a peut-être écrit un testament holographe. Puis peut-être qu'il est devenu un peu souffert un peu de déclin cognitif avant son décès, fait que le document, il est peut-être à des places un peu bizarres dans la maison. C'est pas impossible. J'ai eu un client, quand j'étais en pratique privée, décédé. On commençait à régler la succession. Monsieur avait un testament notarié, tout allait bien, on commence à régler la succession. On se rend compte, monsieur commençait à faire un petit peu ce qu'il appelle du hoarding. Là, tu sais, les gens là, qui ont des piles de revues puis de journaux dans la maison commençaient à être un petit peu ramasseux. Puis la famille, en faisant finalement le mélange de la maison, a trouvé une copie de testament holographe qui était après, qui avait été rédigée après le testament notarié. Fait que mon testament notarié était plus bon. Il fallait que je règle la succession selon le testament holographe. On l'a trouvé à peu près 1 an et demi après le décès. Le holographe? Oui. Le holographe fait après va primer sur le notarié. Hein? Ben, c'est sûr que ça prend une preuve, là. Si j'ai un testament holographe, c'est une question de preuve. Une question de preuve. Il faut falloir le vérifier. Le testament holographe, c'est une de ses caractéristiques, c'est qu'on doit le faire vérifier. C'est ça, il doit être validé. Ça peut être un notaire, ça peut être la cour. Donc, il y a un délai supplémentaire. Si j'ai un testament holographe, je dois faire cette procédure-là pour vérifier le testament. Il y a des petits frais. Ce n'est pas des frais super, c'est pas des frais infernales, mais il y a des petits frais pour régler ça. 500 pièces. Ouais. Hein? Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez passer par un notaire. Bon, il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez diminuer les frais vraiment si vous le faites vous-même. C'est pas hyper compliqué, mais il faut le faire. Testament holographe, par contre, il faut juste savoir, hein, le testament holographe, tout ce que ça fait, là, tout ce que le juge dit ou le notaire dit, là, c'est il dit, écoute, la signature de ce testament-là, c'est la bonne. That's it. Je ne peux même pas dire que le gars n'était pas fou. On peut faire des preuves contre ça. On pourrait, moi, quelqu'un qui écrit un testament holographe, ensuite, c'est beaucoup plus facilement contestable un testament holographe qu'un testament notarié. Parce qu'un testament notarié, le notaire, ça fait partie de son devoir déontologique de s'assurer de la capacité juridique de son client. Puis même, moi, je vais faire un testament notarié à l'hôpital, je vais aller voir l'infirmière, médecin, pour m'assurer qu'il n'est pas sous forte médication puis qu'il comprend bien ce qu'il signe. Le testament holographe, là, si j'ai écrit ça sur une feuille de cartable chez nous. On pose une question, François. Oui.
testament holographe doit obligatoirement être écrit à la main. Oui. Complètement de votre main. Pas de dactylo. Pas de logiciel de traitement de texte. Complètement de votre main. Par contre, il y a des mesures dans... Oui? Idéalement daté. Idéalement daté. On peut faire... Il faut savoir qu'il y a des méthodes dans le Code civil pour reconstituer ce qu'on appelle des testaments incomplets. Fait que même, les tribunaux ont déjà reconnu des testaments écrits à dactylo puis signés parce qu'ils jugeaient que la volonté était claire puis il y avait eu de la preuve qui montrait que c'était vraiment la volonté du client. Fait que, parfois, il y a moyen de passer à côté s'il y a une des règles qui n'est pas suivie. Il est quand même possible de faire reconnaître le testament, mais là, on a un petit peu plus de travail devant nous. Deux signatures, ça va devenir en général un testament devant témoin. Ouais. Oui, si dactylo, deux témoins, là, c'est plus un testament holographe, c'est un testament devant témoin. C'est un troisième modèle. Les avocats, ils peuvent, selon la forme dérivée d'Angleterre, c'est ça. C'est la façon dont on appelait ça anciennement, en guillemets. Les avocats, les testaments qu'ils font, ce sont des testaments devant témoin. Un avocat ne peut pas faire un testament notarié, il n'a pas le droit. Tout ce qu'il peut faire, c'est faire un testament devant témoin. Il va le taper à dactylo, le client va signer, puis on va aller chercher des tiers pour signer comme témoin. Idéalement, il ne faut pas que ce soit des gens qui travaillent pour le notaire. Ou l'avocat. Bon, des fois, il y a du... Ben, en général, on travaille dans un bureau, on va aller chercher la secrétaire de l'autre notaire. On ne prendra pas la nôtre, habituellement. Ça veut dire quoi, ça, sur Internet? Puis il l'imprime. Donc, c'est un formulaire imprimé, signé. Ça serait, là, normalement, il faudrait qu'il y ait deux signatures parce que là, on pourrait le faire homologuer comme testament devant témoin, devant deux témoins. Ça serait la façon de le faire. Mais il ne pourrait pas se qualifier normalement d'holographe parce qu'il holographe, ça veut dire écrit de la main du défunt. Oui. Devant un notaire, ouais. 500 pièces. Si on le fait devant la cour, OK, c'est quoi le fonctionnement? C'est devant la cour, c'est quoi les délais à ce moment-là? Bon, c'est pas extrêmement, tu n'as pas besoin d'attendre 3 ans pour faire ça. Ça se fait relativement rapidement. Grosso modo, ce que tu as besoin, là, ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir des affidavits comme quoi, de 2 personnes, comme quoi que la signature du défunt, c'est la bonne signature. C'est ce qui s'apprend. Il n'y a pas énormément de, c'est pas un procès, là, tu sais. Une procédure, tu présentes devant le juge, puis c'est réglé en une demi-heure. C'est au civil. Oui, c'est pas du haut, c'est au civil. C'est au civil. Donc, comme liquidateur, il faut retrouver les documents du défunt. Parfois, c'est simple, parfois, c'est compliqué. Des fois, ça peut prendre du temps. Des fois, on les retrouve en retard. Encore une fois, premier élément qui va peut-être retarder le processus du règlement de succession. Déterminer nos liquidateurs. Des fois, on le sait, des fois, on ne le sait pas. Des fois, on a des liquidateurs, mais nos liquidateurs ne font plus l'affaire. Exemple, je décède à 80 ans, puis j'ai nommé dans mon testament que j'ai fait à l'âge de 55 ans mon frère qui est 2 ans plus jeune que moi. Puis qui est peut-être pas décédé, mais peut-être qu'il est un peu fatigué. Tu sais. Puis peut-être qu'il traîne la patte, peut-être un petit peu de déclin cognitif des fois. Il ne peut pas agir comme liquidateur. À l'époque, j'ai demandé, tout était correct, mais là, il ne peut plus agir comme liquidateur. Top shape. Il va falloir que je le fasse démissionner. Puis il va falloir que j'en nomme un autre. Mon deuxième, il s'est-tu ma soeur de 50, qui avait 2 ans de plus vieille que moi, que j'ai nommé? Bon, là, il va falloir peut-être qu'on nomme un liquidateur à la majorité des héritiers. Pour vous dire que, dans certains cas, dépendant de l'âge du testament, ben, dans certains cas, ça peut être retarder le processus de règlement de succession. Si je n'ai pas de testament, c'est mes héritiers qui vont devoir nommer un liquidateur à la majorité. On peut-tu désigner à la majorité un liquidateur, mais conditionnel qui fasse affaire avec un notaire pour vérifier tous ces documents? Parce qu'on voit des liquidateurs, des fois, qui font de la fraude. Bon, oui, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Les héritiers peuvent nommer un notaire externe. Les héritiers peuvent, ils peuvent nommer, ils pourraient dire, je vais nommer une firme de trosse comme liquidateur. Je pourrais faire ça. Ouais. Une firme de trosse peut agir comme liquidateur, fait que je pourrais faire ça. Ou un notaire, oui, effectivement. Ou des fois, je peux être liquidateur, je me dis, moi, là, écoute, je suis liquidateur, là, mais je connais rien là-dedans. Là. Je peux rester liquidateur, puis je peux confier un mandat à un notaire de me supporter.
C'est-à-dire que lui, il va faire les procédures. Moi, je vais tout superviser. C'est tout moi qui va signer. Je vais le payer, bien entendu. Mais le liquidateur va me supporter dans le processus de liquidation. Ça reste moi c'est moi qui reste liquidateur, mais le notaire est là comme professionnel de soutien. Ben, le problème, en général, ça va toujours être qu'est-ce que l'ordre professionnel, cette personne-là, permet? Est-ce que les conseillers financiers, là, vos ordres professionnels, la Chambre de sécurité financière n'aime pas tellement ça que vous agissiez comme liquidateur. Vous n'avez pas de protection au niveau d'assurance si vous faites ça. Là, fait que, là, si je commence à faire ça, est-ce que je suis protégé par mon assurance responsabilité? Parce qu'il y a une responsabilité qui vient avec la tâche de liquidateur. Fait que moi, si je nomme un liquidateur, vous pouvez être sûr que je vais m'assurer que c'est un liquidateur qui est protégé de par ses assurances pour faire cette tâche-là. Parce que sinon, s'il y a un problème avec mon liquidateur puis je veux le poursuivre, j'ai un problème. Ça me prend quelqu'un qui est backé par une assurance. Oui. Ouais. Non, oui, on disait que normalement, si un conseiller a été nommé comme liquidateur dans une succession, normalement, il va être en conflit d'intérêts, puis il devrait normalement renoncer à la gestion là, des actifs du client. Donc, normalement, je peux vous dire que être liquidateur, c'est une tâche ingrate. Il y a beaucoup plus de chances que vous ayez des problèmes dans la succession que tout aille très bien. Puis si tout va très bien, personne ne va vous dire merci ou très peu. Mais si ça va très mal, vous pouvez être sûr que vous allez en entendre parler. Fait que je pense que moi, si j'étais vous, j'essaierais d'éviter de faire ce job-là, dans la mesure du possible. Ça peut sembler attrayant de prime abord, je vais garder un certain contrôle sur les actifs. Mais moi, je pense que c'est problématique. Fait que j'aurais tendance à penser à une solution externe pour le client. Soit un professionnel de confiance. Il y a même maintenant des firmes de trust, une firme de trust qui agit à titre de liquidateur, mais qui ne fait pas partie du réseau réseau bancaire. OK? Donc, qui peut agir à titre de liquidateur pour une succession, mais qui n'auront pas la tentation, parce que je connais vos craintes. Là. Votre crainte, c'est qu'on envoie ça dans une compagnie de trust, puis là, la compagnie de trust essaie d'amener les actifs dans leur fonds mutuel. Là, vous ne voulez pas ça, c'est normal. Il y a des firmes qui n'en gèrent pas d'actifs, qui peuvent agir à titre de liquidateur. Fait que si vous êtes mal pris, votre client ne connaît pas, il n'y a pas de professionnel à qui il fait confiance, ces genres de firmes-là, si vous voulez les coordonnées, je peux vous le donner, pourraient agir à titre de liquidateur pour les clients. OK. Le liquidateur demande des services d'un notaire qui engendre des frais. C'est à la charge de la succession. C'est à la charge de la succession. Il faut savoir que les notaires, là, la vieille méthode des notaires pour le règlement des successions, c'était un pourcentage. Ouais. Des fois, c'était 5, 6, j'ai vu toutes sortes d'affaires. Maintenant, cette façon de faire-là est vue de façon très, très négative par la Chambre des notaires. La Chambre des notaires, là, ils n'aiment pas ça que les notaires fassent ça. Fait que la pratique notariale s'en va maintenant vers une pratique dans laquelle on va charger un honoraire à l'heure. C'est ça, la bonne pratique notariale en ce moment. C'est ça. Je vous dis pas qu'il n'y en a pas encore qui font pas de la facturation à pourcentage, là, mais c'est une pratique qui est mal vue par la Chambre des notaires. Normalement, on ne devrait pas faire ça. Mais ça, le client peut le spécifier, va le spécifier dans son testament. S'il prévoit que c'est un notaire X ou Y, on va prévoir que ça va être son honoraire à l'heure habituelle pour faire le processus de règlement de succession. T'sais, régler une succession d'1 million, là, ça ne veut pas dire qu'elle est très complexe, la succession d'1 million. Là, ça peut être très facile à régler. Une maison et un REER, ça ne va pas bien compliqué. Un notaire qui chargerait 5 là-dessus, ça serait peut-être un peu onéreux pour faire ce genre de règlement de succession-là. Ben oui, absolument. C'est sûr. C'est sûr. C'est ça. Fait, je vous dis que ça, là, c'est quelque chose qui est en voie de disparition, cette pratique-là. Là. On le voit peut-être encore dans certains cas, là, mais c'est en voie de disparition. Déterminer les héritiers, des fois, ça peut être simple, des fois, ça peut être compliqué. On vit dans un monde où il y a des gens qui sont répartis à travers le monde. J'ai un client à un moment donné qui est décédé, puis il a fallu faire une recherche testamentaire, recherche d'héritiers, parce qu'on ne savait pas où restaient tous les héritiers. Il a fallu engager un détective privé pour localiser tout le monde. On avait la majorité des gens, on a fait un petit topo en arbre généalogique. Bon, il nous en manquait quelques-uns. Il y avait des gens qui étaient un peu là, disparus dans la nature.
Ah oui. Ah oui. Des fois, c'est deux familles. C'est exactement. Puis là, t'as des enfants là. Oui, on parlait de problématiques des familles reconstituées dans ce cas-là. Tu sais, des fois, il y a une famille reconstituée, deux familles reconstituées, puis des fois, c'est peut-être plus. Puis là, il y a un des enfants qui est allé s'installer à Vancouver, puis l'autre est parti travailler à Singapour. Ben là, des fois, là, puis ils n'ont pas gardé contact entre eux. Puis les autres sont mineurs dans certains cas. Fait que la recherche d'héritier, dans certains cas, peut retarder le processus de règlement de succession. Patrimoine familial et régime matrimonial. Vous savez qu'au moment du décès, c'est comme le divorce. On sépare le patrimoine familial, on sépare le régime matrimonial. Puis chacun part avec sa part. Le défunt, la succession du défunt part avec sa part, puis le conjoint survivant part avec sa part. Pauvre maîtresse. Fait qu'avant de régler la succession selon le testament, on sépare patrimoine familial, puis on sépare le régime matrimonial, on règle les comptes, puis ensuite, on fait le règlement de succession. Problématique avec ça, c'est que dans certains cas, le patrimoine familial peut être un peu plus complexe à établir la valeur. Exemple, on s'est mariés tous les deux à l'âge de 19 ans alors qu'on n'avait pas une scène dans nos poches. C'est pas trop compliqué. Tu sais, on a tout accumulé nos biens ensemble, le REER, le régime de pension, puis la maison. C'est facile. On va séparer ça en deux. On va partir chacun avec la moitié. Mais dans certains cas, surtout dans les cas de familles recomposées, on s'est remarié, deuxième mariage à l'âge de 38 ans en 1995. On n'a pas gardé de valeur marchande de nos actifs qu'on détenait à ce moment-là. On n'a pas documenté ça. Ben là, il va falloir que ça soit documenté là, pour établir les valeurs du régime matrimonial au départ et à la fin. Donc, dans certains cas, ça va demander un travail de détective, un travail de reconstitution de ces valeurs-là. Encore une fois, potentiel de retarder le règlement de la succession. Prêt consenti par le défunt. Ça, c'est une canne de verre. Quand je dis prêt consenti par le défunt, je vous donne des exemples. Je dis prêt / don. Maman va vivre avec fiston les 6 derniers mois de sa vie. 3 mois avant de mourir, il y a un beau chèque de 50 000 $ qui est écrit à fiston. Maman décède, elle lègue tous ses biens de façon égale à tous ses enfants. Elle nomme un autre comme liquidateur. Le liquidateur voit ça. Comment ça se fait que maman t'a donné un chèque de 50 000 $? Est-ce que c'est un don ou c'est un prêt? Pas de papier. Ben, c'est ça. Celui qui l'a reçu va dire que c'est un don, puis le liquidateur va dire non, c'est un prêt, là, elle t'a passé de l'argent. Elle n'a pas documenté. Prouve-les. En général, les tribunaux, la position des tribunaux, c'est que s'il n'y a pas de début de preuve que c'est un don, on va considérer que c'est un prêt. OK? Ça pourrait être un don, mais là, idéalement, il faudrait laisser une preuve d'intention. Sinon, probablement, on va se retrouver éventuellement en cours pour régler ça. Ça, c'est une belle canne de verre. Autre situation typique, maman est à l'hôpital les 15 derniers jours de sa vie, elle donne la carte de guichet à sa fille la plus vieille, le numéro de code, puis là 1000 pièces par jour pendant 15 jours. C'est un don ou un prêt? C'était-tu pour acheter des petits bas à maman puis des bonbons? Hein? Ben, c'est un geste de bienveillance. C'est ça. Mais moi, ma problématique, c'est pas de le qualifier comme don ou prêt. Personnellement, je m'en fous. La problématique, là, c'est que je vais avoir des enfants qui vont s'ostiner là-dessus. Fait que pensez-vous que ça aide le processus de règlement de succession? Non. Il y a des chances. C'est ça. C'est ça. L'inventaire de la succession. Quand on est héritier d'une succession, il faut toujours demander à notre liquidateur de faire un inventaire de la succession. OK? Qu'est-ce que ça fait l'inventaire de la succession? C'est que ça vient protéger ma responsabilité comme héritier des dettes envers les dettes du défunt. Ouais. Oui. 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 C'est sûr. Il faut savoir qu'on est héritier. L'inventaire de la succession, normalement, on a 60 jours. On a 6 mois pour le faire après, suite au décès du défunt. C'est sûr qu'il faut savoir qu'on est héritier. Okay? Si j'ai un oncle qui meurt à Abu Dhabi,
puis il m'a laissé de l'argent, puis je ne le sais pas. Je ne le sais pas, là. Je peux pas. Ben là, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Là. Si vous ne savez pas que votre oncle est décédé, vous ne le savez pas. Là. Si vous savez qu'il est décédé, là, à ce moment-là, ben, vous pouvez faire des gestes proactifs. Il est possible de demander au notaire, par exemple, de demander une copie du testament. Si vous êtes héritier, vous avez droit à copie du testament. Fait qu'il est possible de le savoir dans ce cas-là. Est-ce qu'un neveu arrive dans le décor pour dire, ben, je vois si mon oncle m'a laissé de l'argent? Ben, oui, le neveu peut appeler le notaire. Il va dire, notaire, mon oncle est décédé, je pense que je suis son héritier. S'il vous plaît, donnez-moi une copie du testament. Le notaire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans sa voûte, il va dire, non, tu n'es pas héritier, aucune copie, bye, bonjour. Ben oui, ben là, tu fais une recherche testamentaire. Tu fais une recherche testamentaire, tu vas savoir qui est le dernier testament, puis tu t'appelles le notaire en question, puis tu fais une vérification. Oui, oui. Oui, absolument, vous pouvez. Sinon, vous allez voir un notaire, puis il va en faire une pour vous, ça va vous coûter 100$. Ouais. C'est héritière de mon oncle À Abu Dhabi. Hein? Mon oncle est écrit dans son testament, eux autres, le notaire est obligé de chercher. Ben, normalement, le notaire, là-bas, il va. Ben, à Abu Dhabi, c'est peut-être pas une bonne idée, là, parce qu'il y a peut-être pas de registre testamentaire à Abu Dhabi, là, mais disons un oncle qui meurt à cette île. Non, vous pouvez faire une recherche testamentaire. Si vous n'avez pas de prime abord, que vous êtes héritier, ben, vous pouvez faire une recherche testamentaire puis vous assurer. Comme héritier, c'est votre devoir de le faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes potentiellement au bat des dettes du défunt. Vous ne voulez pas ça. Fait on devrait toujours se protéger. Dans la majorité des cas, je peux vous dire, dans la vraie vie, 95% des successions, personne ne fait d'inventaire. Pourquoi? Papa et maman vivent ensemble depuis 53 ans. Ils ont toujours été mariés ensemble. Il n'y a pas d'enfants dans une autre union. On connaît les habitudes de tout le monde. Puis on dit, voyons donc, mon père, là, il n'y a pas de dette. Il a trop payé ses impôts, puis il était rubis sur l'ongle, puis il n'y en a pas de problème. Fait que là, les actifs sont transférés, on ne fait pas d'inventaire. On prend un risque. Entre vous et moi, est-ce que le risque est très élevé? Probablement pas. Je ne serai pas celui qui va aller disputer bien fort quelqu'un qui va transférer le patrimoine dans ce cas-là parce qu'il n'a pas fait d'inventaire. Normalement, il devrait le faire. Mais bon, il ne l'a pas fait. On connaît le topo de tout le monde. C'est moins pire. Vous ne prenez pas sur vous, par exemple, de dire à vos clients, ben non, tu n'as pas besoin de faire ça, un inventaire. Prenez pas ça sur vous. Dites, parce que vous ne voulez pas être au bat pour ça. Parce que c'est une grosse responsabilité. Même si c'est une question simple, embarquez-vous pas là-dedans. Si vous n'avez rien à gagner, selon moi, à mettre la main dans cette tordeur-là. Oui, bien ça, c'est dans la reddition de compte. Je vais en parler tout à l'heure. Oui. Ça, c'est plus tard. Il me parlait de monsieur au niveau de l'impôt. C'est plus tard. On va en parler de l'impôt. Je vais vous en parler tantôt. Je pourrais avoir une copie de la clause de legs particulier. Pas le testament complet dans ce cas-là. Si je suis un héritier résiduaire, j'aurais droit au testament. Si je suis un légataire particulier, j'aurais droit à ma petite clause. Ouais, normalement. Fait que moi, pour être sûr que j'hérite de mon oncle, de mes parents, je peux même pas vous dire que je le ferais de mes parents, mais je peux vous dire que je l'exigerais si j'hériterais de mon oncle. Je l'ai exigé dans ce cas-là, dans le cas que je vous ai parlé tantôt. J'exige un inventaire. Parce que moi, je veux. Pas vrai que je veux être responsable des dettes de mon oncle. Je l'aimais, mon oncle, je pense pas qu'il était en dette. Je pense pas qu'il devait de l'argent à personne, mais on n'a pas de chance. Important. Dans certains cas, ça peut être problématique de faire les inventaires. Des fois, on a des affaires qui nous pendent au bout du nez. On n'est pas capable d'en établir la valeur. Je vous ai donné tantôt l'exemple de mon oncle dont la succession a dû faire décontaminer ses terrains. Tu sais, décontaminer, là, ça coûte pas 12 000 $, là, tu sais. Ça coûte plusieurs dizaines, parfois des centaines de milliers de dollars. Tu sais, je fais l'inventaire, là, peut-être que le coût de la décontamination, je ne le connais même pas sur le champ. Je vais peut-être devoir prolonger mon délai de règlement de succession dans ce cas-là. Un autre exemple, c'est un cas qui était basé sur jurisprudence. Monsieur décède en Israël dans un accident d'auto dont il est peut-être la cause. Puis en Israël, selon ce que j'ai lu dans le jugement, à l'époque, c'était pas un régime no fault comme ici. C'est un régime comme aux États-Unis, tout le monde se poursuit au plus fort la poche. Puis les délais de poursuite là-bas étaient très longs. Fait que le monsieur avait potentiellement une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il y avait peut-être une poursuite qui pendait sur la succession en Israël. Donc, j'ai une succession, il faut que je fasse mon inventaire, mais je ne peux pas établir la valeur de la dette là, en Israël, je ne sais pas. J'attends.
Dans certains cas, on peut demander un délai. On a 6 mois pour faire l'inventaire, mais si le délai, on a besoin de demander délai, on peut aller voir le tribunal. Acceptation par les autorités fiscales. L'inventaire protège les héritiers. L'acceptation par les autorités fiscales protège le liquidateur. Grosso modo, je ne dois pas, puis là, il y a des fine print, puis ça, là, mais grosso modo, je ne dois pas distribuer des biens de la succession aux héritiers avant d'avoir obtenu ce qu'on appelle nos certificats de décharge. C'est ça, les releases. Il y en a un au fédéral, il y en a un au Québec. Grosso modo, là, si vous parlez des comptables qui font des règlements de succession, des notaires qui font des règlements de succession, ça prend à peu près 6 mois les avoir. C'est ça. Fait que grosso modo, là, vous avez tout fait ce que vous deviez faire, on demande le certificat de décharge, on attend 6 mois avant d'avoir l'argent. Problématique, héritier à risque, héritier vulnérable, c'est-à-dire, ben, il va attendre après son cash. Vous pouvez être sûr que moi, je règle la succession de mon oncle Jacques. Vous pouvez être sûr que je vais demander le certificat de décharge. Il n'est pas question que je me mette responsable potentiellement des dettes de la succession de mon oncle. Si c'est négatif, là, à ce moment-là, potentiellement, on fait un règlement de succession insolvable ou on envoie ça, on refuse la succession, puis on envoie ça au ministère des Revenus. Oui, on fait ça devant le notaire. Ouais. Puis en passant, là, je vais vous donner un secret de la trade des notaires. Là. Faire des règlements de succession insolvables, c'est de la bonne business pour les notaires. C'est de la super bonne business. Un notaire, là, emmenez-moi une succession insolvable, je vais en prendre. S'il y a un peu d'actifs dedans, là, je ne parle pas d'une succession qui est rendue à zéro, là, mais s'il y a un peu d'actifs dedans, là, ça peut être une bonne business. Parce que le notaire a une priorité de paiement sur les autres créanciers. Le gouvernement a créé cette priorité de paiement-là parce que le gouvernement veut que les successions se règlent. Ils ne veulent pas que ça traîne un peu partout. Fait que le gouvernement il a dit, si tu es notaire puis tu prends une succession insolvable, ben, tu as une priorité de paiement sur les autres héritiers puis tu vas faire une proposition aux autres créanciers, un peu comme un syndic de faillite. Fait que ça peut être une bonne business pour un notaire de faire des règlements de succession insolvables. Puis c'est correct, c'est dans l'utilité publique, il n'y a pas de succession qui traîne. Sinon, on envoie ça au curateur public, au ministère du Revenu du Québec, qui, lui, va régler la succession. Puis c'est pour ça que vous voyez des avis dans les journaux, là, des fois, là, à tous. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Ils peuvent la refuser. Ils peuvent la refuser. Oui. Par contre, il faut savoir qu'il y a certaines règles, des fois, là, les autorités fiscales peuvent aller se récupérer parmi les bénéficiaires, là, mais oui. Vous reviendrez. Vous reviendrez. Allez-y. La question est un petit peu prématurée, mais en ligne avec ce qu'on voit actuellement. Oui. Toute la clientèle en affaires, que ce soit les petits entrepreneurs ou les grands entrepreneurs, je pense à l'URER et tout ça, en fonds commun de placement. Oui. Oui. Presque pas en fonds distinct. Oui. À part un peu de la gestion qui est d'accord, qui est élevé, Ouais. qui est très fonds distinct, pourquoi c'est faire qu'il n'y a pas plus d'indications, les emmener en fonds distincts et les protéger? Ouais. Il y a les frais de gestion. Il y a aussi le fait que depuis 2008, avant 2008, là, il y avait une grosse distinction entre les fonds, entre la loi sur la faillite. On va dire ça d'une autre façon. La loi sur la faillite, avant 2008, ne protégeait pas les REER en cas de faillite. Il y a eu beaucoup de plaintes parce que les gens disaient ça n'a pas d'allure. Si j'ai une pension, je suis protégé. Puis si j'ai un REER, je ne suis pas protégé. Fait que le gouvernement a changé la loi sur la faillite en 2008 pour dire les REER sont protégés maintenant en cas de faillite. C'est dans la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Puis ça protège tant les REER de fonds mutuels que les REER de fonds distincts. Fait qu'il y a des gens qui ont dit, ben là, j'ai plus besoin d'acheter un fonds distinct parce que je suis protégé en vertu de la loi sur la faillite. Donc, j'ai pas de... Ben là, vous parlez du décès pendant que je suis en faillite. C'est plus rare que ça arrive, là. Mais c'est surtout, moi, l'avantage des fonds distincts dans ce cas-là est quand même là par rapport aux fonds mutuels, dans le sens que la loi sur la faillite ne me protège qu'en cas de faillite. Elle ne me protège pas en cas d'insolvabilité. Ce qui fait que si j'ai des créanciers qui ont un droit de saisie sur mon régime, ils peuvent aller le saisir si je ne suis pas en faillite.
Ils ont le droit, dans certains cas, d'aller saisir. Des fois, ça me prend un jugement. Des fois, je peux saisir même sans jugement. Si je suis en fonds mutuel peu, pas nécessairement protégé, la loi sur la faillite ne s'applique qu'en cas de faillite. Tandis que si je suis en fonds distinct, j'ai fait la bonne désignation de bénéficiaires aux membres de la famille, là, les membres de la Croix, ben, grosso modo, je serais protégé dans ce cas-là. Fait que le fonds distinct en REER me donne une couche de protection supplémentaire par rapport au fonds mutuel. Puis, comme vous le dites, ben ouais, par rapport au décès, là, on règle très rapidement le règlement de la succession, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Si j'ai une succession qui est insolvable, je passe à côté. Puis si j'ai une succession qui va être longue à régler, je passe à côté, puis on a accès à l'argent beaucoup plus rapidement. C'est sûr. C'est même pas 0,5. J'ai comparé ça chez certains produits. Chez Sun Life, c'est certains produits, là, même gestionnaire de fonds, même allocation d'actifs, là, entre le fonds mutuel puis le fonds distinct, là, le 75-75, je ne parle pas le 100-100, là, avec les bretelles, la ceinture, puis le casse de hockey sur la tête, là, mais le fonds de base, tu as une différence là, de 10-15 points de base, 20 points de base des fois, dépendant du fonds. C'est différent, là, mais il y a une différence qui est assez minime. Fait que, pourquoi ne pas payer cette différence-là? Puis ça me donne un paquet de bénéfices. Est-ce que le conseiller pourrait exposer sa responsabilité en rapport à ça? Le fait de pas amener en. Tu travailles chez Manuvu, t'es deux, t'es fonds commun, t'es fonds distincts. Ouais. Tu l'exposes alors qu'il est entrepreneur à risque. Ben, les avocats sont très créatifs, hein? Fait que s'il y en a un moment donné qui cherche de l'argent quelque part, puis il pourrait aller poursuivre quelqu'un qui n'a pas donné la bonne information ou qui pense qu'il n'a pas donné la bonne information, ben, ils vont aller voir qui a une belle assurance responsabilité. Dans la déontologie, maintenant, la conformité, il faut dire quand tu fais un assurance vie ou un placement, il envoie une lettre à ton client. Pourquoi tu vas faire ça? Ta lettre explicative. On va voir Manuvi. Tu as des exemples de lettres. Ouais, mais ça fait partie de la discussion. Moi, je pense qu'il faudrait en parler. Je pense qu'il faudrait en parler. Ouais. 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 Absolument. Absolument. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Oui. Vous dites que les fonds distincts sont mieux protégés quand ils sont dans un REER. Il y a une couche supplémentaire. Je dis qu'ils ont une couche supplémentaire de protection. Oui. Oui. Ben, les bénéficiaires, pour créer l'effet de protection contre les créanciers, c'est deux façons. Soit je nomme les membres de ma croix, enfants, parents, petits-enfants, conjoints mariés, les membres de ma croix, ou n'importe qui d'autre de façon irrévocable. C'est ça les règles qui créent l'insaisissabilité. On a une question, François, au tableau. Oui. Est-ce que le gouvernement a le droit ou la capacité juridique de venir chercher de l'argent des héritiers qui ont reçu de l'argent par fonds distincts alors que la succession est déficitaire? La réponse, c'est oui. Le gouvernement, là, s'il voit qu'on a fait une belle stratégie là, pour envoyer l'argent à un puis laisser la dette fiscale à l'autre, puis la succession n'est pas capable de la payer, le ministère, l'Agence de revenus du Canada a des droits de saisie dans ce cas-là. Ils ont des droits pour aller récupérer l'argent. Fait que il y a des règles assez particulières, là, mais grosso modo, ils ont des droits pour aller récupérer ça. Oui, absolument. Non, parce qu'il faut. Les délais commencent à courir. En matière juridique, là, les délais de prescription, tout ça, normalement, ça commence à courir à partir du moment où on a connaissance de l'événement. Okay? Si je ne sais pas que mon oncle est mort, je ne peux pas être responsable. Mais par contre, il faut toujours regarder, y a-t-il de l'aveuglement volontaire? Je ne savais pas trop. J'ai su le carton d'invitation à l'enterrement, mais je ne savais pas trop. Bon, tu sais, il y a un paquet de faits, là, tu sais. Oui. Résumé accepter la succession dans ce cas-là. Succession internationale. Oups, on va reculer, s'il vous plaît. Succession internationale. On voyait, tu sais, moi, je viens de Saint-Hyacinthe, là. À Saint-Hyacinthe, là, en 1973, là, il n'y en avait pas bien gros des de même. Mais à Montréal, en 2018, il y en a un petit peu plus. Monsieur, c'est un cas véridique là, que j'ai eu en pratique privée. Monsieur français, madame citoyenne libanaise, contrat de mariage au Liban, écrit en arabe. Maison à Montréal, condo en Floride, placement en Ontario, entreprise en France, un enfant au Qatar, un enfant en Australie, puis un enfant aux États-Unis. Rock and roll! C'est vrai, ça, là. C'est basé sur des faits vrais. Seuls quelques faits ont été changés pour protéger les innocents.
Oui, tout avec la même femme. Fait que, je peux vous dire que, tu sais, oui, c'est ça. Mais il y en a du stock à régler là-dedans. Il y en a, là. Il y en a des affaires. Tout se fait, mais ça ne prendra pas 6 mois, ça ne prendra pas 1 an. Moi, quand je l'ai sur mon dossier, ce bureau-là, ça faisait 4 ans que la personne avait décidé, il n'y avait rien de fait. OK? C'est ça. Fait que c'est pour vous dire, il y a toutes sortes de complications. Ne serait-ce que le contrat de mariage au Liban, il va falloir le faire traduire par un juriste consul pour voir si on peut, un traducteur juridique pour avoir quel est le contenu de ce contrat-là. Des placements en Ontario. Il va y avoir des procédures à faire en Ontario pour ramener ça. Condo en Floride. J'ai-tu un testament en Floride? J'en ai pas un. Bon. Mes enfants ne pourront pas acheter de liquidateur, c'est des non-résidents. Fait que j'ai un paquet de problématiques avec ça. Fait que je peux vous dire qu'il y a 30 ans, il n'y en avait pas de ça. Maintenant, c'est la nouvelle réalité. C'est la nouvelle réalité. Fait que est-ce que ça aurait été intéressant de prendre une partie des actifs de monsieur, les placer en fonds distincts, le 75-75 qui coûte 10 points de base de plus, puis faire une désignation de bénéficiaire à madame pour assurer que pendant le règlement de succession, tout va très bien, madame a assez de l'argent pour vivre. Oui. Pendant la succession des placements, on a, mettons, des fonds comme placement dans les orifères, mettons. Là. Les orifères, OK. Et on dirait que là, oups, ça va pas 300, on va rendre parce qu'on peut. Alors, il est décédé. Est-ce qu'on peut vendre? Oui, oui, bien normalement, comme. Oui, mais normalement, comme liquidateur, on peut être tenu ou pas à suivre les règles sur les placements présumés sûrs, première affaire. Ça va dépendre des pouvoirs qui nous ont été donnés dans le testament. Il faut voir ce qui a été écrit dans le testament. Deuxième affaire, malgré ça, le Code civil nous dit que s'il y a des placements qui sont détenus par le défunt au moment du décès, je n'ai pas l'obligation nécessairement de les changer, même si ce n'est pas des placements présumés sûrs. Je pourrais les laisser en place. Par contre, le Code civil, parce que c'est jamais simple, le Code civil me dit que comme liquidateur, je dois agir comme personne raisonnable et prudente. Puis je dois demander conseil quand j'ai pas, c'est pas ma spécialité. Est-ce que comme liquidateur, les actions orifères, c'est ma spécialité? Non. Si ma job, là, c'est je travaille dans un couche-tard, je suis liquidateur de succession, est-ce que je m'y connais dans les actions orifères? Probablement pas. Fait que je devrais probablement consulter un courtier pour voir si je devrais vendre les actions orifères. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Oui, le liquidateur peut signer. Lui, il a le pouvoir d'administration. OK, non, le liquidateur peut signer, il a le pouvoir d'administration là-dessus. Oui, il peut signer. OK. Reddition de compte. Madame en parlait tantôt. Quand on finit le règlement de succession, il faut rendre compte aux héritiers. Dire, écoute, héritier, j'ai ramassé tel argent, j'ai payé telle dette, j'ai payé tel compte, j'ai vendu la maison, il reste tant d'argent. Voilà mon compte. Signe-moi-le avant que je te donne un chèque. La reddition de compte peut se faire de façon amicale, c'est-à-dire, j'arrive avec ma reddition de compte, signe-moi ça. Puis si tu es d'accord, tu vas le signer, je te donne le chèque, tout le monde est content. Ça montre que tu considères que j'ai bien fait mon travail. Si moi, je ne suis pas d'accord avec le travail que tu as fait comme liquidateur, je ne te la signerai pas, ta reddition de compte. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire si on ne signe pas la reddition de compte? On va aller devant le juge. C'est le juge qui va en faire la reddition de compte. Le problème, souvent dans ces situations-là, ça va être souvent des familles reconstituées. Tu sais, j'ai un liquidateur d'une famille, puis là, il y a d'autres héritiers de l'autre famille, puis là, le liquidateur a fait des opérations, puis là, je suis pas trop sûr, c'est ça, il a peut-être engagé un avocat, ou la maison de papa que je pensais qu'il valait 500 000, il l'a vendu 325, tu sais. L'as-tu vendu un petit chum ou bon. So, la reddition de compte va devenir problématique dans ce genre de situation-là. Encore une fois, si on ne l'a pas fait de façon amicale, il va falloir le faire de façon devant le juge. Oui. C'est pas obligé d'être notarié. Ça peut être sur. Oui. Oui, il devrait fournir les preuves, normalement. Je vous dis, dans la vraie vie, là, il n'y en a pas toujours, là, mais oui, normalement, les héritiers, ils auraient droit à ces documents-là. Ouais. Il y aurait droit. Oui.
Oui, oui, non, je comprends. Là, je suis liquidateur, là, puis je me sens challengé, là, puis je me sens pas, je suis pas nécessairement super de bonne humeur cette journée-là. Moi, je suis obligé d'aller ressortir mes boîtes d'archives. Mais légalement, l'héritier, il aurait le droit de voir ces papiers-là. Ouais. Sinon, le juge va lui demander. Hein? Ah ouais, ben c'est aux frais. Oui, oui. Comme liquidateur, tu as le droit de charger des honoraires. La succession a le droit de payer ces honoraires-là. Tu peux facturer. Aucun problème là-dessus. Ouais. Est-ce que ça vient remplacer l'utilité du fonds distinct? Okay? Parce que le fonds distinct s'en va directement. Est-ce que ça peut se faire? Oui, les legs particuliers sont en général plus. On n'a pas besoin d'attendre le règlement de la succession pour les faire, OK? Parce que c'est considéré comme une dette de la succession. Fait que normalement, mon liquidateur a le pouvoir de le remettre avant la fin du règlement de la succession. Fait que faire un leg particulier, oui, ça peut être une façon de régler le manque de liquidité. C'est juste que là, parfois, les legs particuliers peuvent être réduits. Si la succession est vraiment problématique, est insolvable, ça se peut que mon liquidateur doive aller gruger mon leg particulier. Fait que des fois, ça va retarder quand même le paiement du leg particulier. Je vous dirais, là, si on a à mettre un ordre de rapidité de paiement, c'est produit d'assurance, leg particulier, puis leg résiduaire là, dans une succession. Leg particulier est comme un entre-deux. Appelons ça comme ça. Ouais. Ouais. On va être des bénéficiaires, puis lui, on va chez le notaire plus tard, je lègue tous mes REER à ma conjointe. Ouais. C'est comme des conjoints, des conjoints. On distingue ses conjoints, notaire ses conjoints. Si ses REER sont chez Desjardins, Ouais. est-ce que tu nommes le numéro de Desjardins dans le testament? Non, ça dépend. Ça dépend de ce que tu fais. Si tu veux faire une désignation de bénéficiaire, il faut nommer le contrat de la police. C'est comme les changements de désignation de bénéficiaire qu'on parlait tantôt. Mais tu peux juste faire un leg particulier de Montréal chez Desjardins. Puis là, à ce moment-là, c'est un leg particulier du REER chez Desjardins, mais c'est pas par mode de désignation de bénéficiaire, ça va être par mode qui va transiter par la succession à ce moment-là. Ben, si c'est un leg particulier, oui. Un leg particulier, c'est plus accessible plus rapidement qu'un leg résiduaire. Normalement, sauf qu'il y a des bémols à ça. Il faut quand même que mon liquidateur, il y a certaines étapes à suivre. Puis, normalement, mon liquidateur, avant de payer le leg particulier, il va faire l'inventaire pareil. Parce que s'il se rend compte que ma succession est insolvable, le leg particulier, ça se peut qu'il soit obligé de le gruger un peu. Ouais, ben, c'est pas clair, chaque cas est un cas différent. Tu ne peux pas dire, là, leg particulier, ça va prendre 2 semaines à payer. T'as une minute. Peut-être pas, là. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Oui. Je peux comprendre le leg particulier si je lègue mon REER à ma maîtresse. C'est un exemple concret, ça? Oui. Marc demande s'il lègue son REER à sa maîtresse. Est-ce que ma maîtresse est tenue de payer des impôts sur les Non, REER? ça serait ma succession qui serait payable les impôts. Si ma succession n'est pas insolvable, tout bad, la succession est au bad, puis elle paye. Si la succession est insolvable, là, ce que je vous disais tantôt là, sur les pouvoirs de l'ARC d'aller collecter, là, avec une maîtresse, là, ça serait probablement problématique. Ouais, c'est ça. Ça sûr que sa femme est au courant. Parce que, grosso modo, ce que la loi dit, elle dit, si tu as fait une désignation de bénéficiaire à quelqu'un avec qui tu as un lien de dépendance, le gouvernement peut peut-être aller collecter cette personne-là. Fait que là, ça va être d'établir le lien de dépendance entre le monsieur et la maîtresse. Mais ça, c'est une question de fait. Fait que ça peut être potentiellement que l'ARC pourrait revenir sur elle, potentiellement pas. Mais l'ARC va seulement revenir sur elle s'il n'y a pas d'argent en succession. S'il y a de l'argent en succession, l'ARC va dire non, c'est la succession qui paye, nous autres, on s'en sac. Ouais. Puis les héritiers n'auront pas de bénéfice, n'auront pas de recours contre la maîtresse. On va juste poser une question à nos gens au webinaire. Oui. Quelles sont les tâches du liquidateur testamentaire? Oui, les gens à Sherbrooke, quelles sont les tâches du liquidateur? Vous me faites ça en 20 points différents. Vous allez avoir la moitié de vos points si vous m'en donnez 15. Oui. Ouais. C'est plus d'ouvrage. Et la personne que tu
Tu sais pas comment elle va être. Ouais. à long terme. Ouais. Ben, le curateur public, il faut faire un rapport annuel au curateur public. Puis c'est plusieurs documents, là. Puis des fois, ils peuvent nous poser des questionnements sur nos dépenses. Fait que bon, c'est emmerdant. Puis en plus, quand curateur public, j'ai un conseil de tutelle en général à qui il faut que je rende des comptes également. Composé de membres des deux côtés de la famille. Fait que curateur public, ça équivaut au conseil de tutelle composé des membres des deux côtés de la famille. Fait que moi, comme mandataire à mes parents, ça me tente-tu de dealer avec mon rapport annuel au curateur public? Ça me tente-tu de rendre des comptes à mes mononcles puis mes matantes à chaque fois que j'ai besoin de... Non, je pense pas. Ça vaut, faudrait, je fais un bout de temps, je n'ai pas checké ça, mais en connaissance, non. Oui, le conseil de tutelle, habituellement, c'est 3 personnes. Oui, effectivement. Ouais. Parce qu'un fiduciaire, souvent, il n'y a pas personne à rendre compte, à part les bénéficiaires, des fois, les bénéficiaires ne sont pas capables de demander des comptes. Quelqu'un d'autre peut demander des comptes, mais au moins, le gouvernement, il est comme un tiers parti. C'est pas moi. La curatelle publique, là, il y a des gens qui voient ça comme l'ennemi numéro 1. Là. C'est pas mauvais là, d'avoir. J'aime mieux avoir un curateur public et un conseil de tutelle qu'avoir rien pantoute, là. Qu'avoir un cas d'abus sur une personne inapte ou un adulte en perte d'autonomie. J'aime bien mieux avoir un conseil de tutelle puis un curateur public. Des fois, par exemple, étant donné que c'est onéreux faire ça. Tu sais, si je suis le mandataire, puis il faut que je rende des comptes annuels à tout ce beau monde-là, demander des autorisations, puis des fois, ben, peut-être la relation est difficile, c'est onéreux. Est-ce que je rends un service à la personne que j'ai nommée mandataire pour s'occuper de moi? Ça va déjà être beaucoup d'ouvrages. Est-ce que je rends un service et en plus, je lui demande de rendre des comptes à Pierre-Jean-Jacques? Dans certains cas, ça peut être correct. Dans d'autres cas, peut-être que je ne lui rends pas nécessairement service. Fait que c'est du cas par cas. Je vous dis pas de complètement éviter ça, mais c'est plus problématique. Oui, mais premièrement, tu essaies d'éviter de nommer un fiduciaire dans même plusieurs qui ne sont pas nécessairement de mèche, entre guillemets. Fait qu'ils se checkent l'un l'autre, là. C'est la guerre froide, là. Tout le monde se regarde, puis ils se surveillent, c'est correct. Des fois, moi, j'ai déjà fait ça. Tu peux demander des redditions de comptes à des tiers. Tu sais, toi, en tant que liquidateur, je veux que tu rendes compte à mon comptable sur une base annuelle. Ça se fait. On peut faire ça. Ça se fait. Fait que si on peut quand même mettre des mécanismes en place si on ne veut pas vraiment retomber dans le régime là, de curatelle publique. Oui. Tu as parlé qu'une personne héritière perd ses droits d'héritier dans de circonstances graves. Oui, on demandait si on peut perdre nos droits d'héritier dans certaines circonstances graves. Oui, effectivement. Si j'ai tué mon père m'a légué tout son argent, je n'aurai pas droit à son argent. Là. Ouais. Ben, c'est du cas par cas. Là. Si j'ai fait de l'abus physique grave sur une personne. Juste le fait d'être criminalisé? Non. Non. Juste le fait d'être criminalisé, non. Faudrait que, en général, ces clauses-là, c'est faut que j'ai fait de l'abus sur la personne qui me donnait les sommes. En général. Je pourrais pas juste dire, même je vous dis, là, je ne lèguerai pas des sommes à mon fils s'il a un dossier judiciaire. Je suis pas sûr que ça tiendrait la route. Faudrait que je le voie. Il faudrait que je regarde dans la jurisprudence. J'aurais des doutes au fait que ça pourrait tenir la route. Hein? Ouais, ben c'est ça, là. Je suis pas sûr que ça serait acceptable. OK. Quand on est obligé de s'en aller en cours parce qu'il y a un problème, j'ai calculé, je l'ai fait en 2015, je l'ai pas fait récemment parce que il faut que tu sais que c'est un peu de travail, mais je l'avais fait pour l'année 2015. Grosso modo, là, les causes entendues en matière successorale en 2015, là, il y avait un délai moyen d'attente pour avoir une date devant le tribunal d'à peu près 3 ans, 36 mois. Il y en a des fois que ça pouvait être 6 ans, il y en a que ça pouvait être 9 mois avant d'entendre la cause. Il y a des cas qui étaient entendus rapidement, d'autres cas qui étaient entendus ça prenait beaucoup plus de temps. Mais grosso modo, là, si on ne s'entend pas entre nous autres comme héritiers, on s'en va en cours, là, la succession n'est pas prête d'être réglée. Quand on regarde la jurisprudence, on va dans les beaux cas de jurisprudence en matière successorale, souvent, là, c'est des cas, c'est 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, etc. Donc, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Donc, ce que je suggère, est-ce qu'on peut retourner d'une case? Ce que je suggère, c'est, grosso modo, de qualifier mes clients. Est-ce que mes clients, leurs héritiers sont dans des situations à risque?
Est-ce qu'ils sont dans des situations de famille recomposée? Y a-t-il des successions internationales? Y a-t-il des entreprises? Y a-t-il des conflits dans la famille? Puis si c'est le cas, j'essayerais de sécuriser les sommes dues aux héritiers si j'ai des héritiers vulnérables. C'est d'autant plus à votre avantage que si quelqu'un hérite des sommes de votre client qui est défunt, ben, il risque de devenir éventuellement votre client à vous. Donc, si on l'a aidé, ce futur héritier-là, à conserver sa qualité de vie suite au décès du premier défunt, ben, on risque de garder les actifs suite au décès du premier défunt. Dans certains cas, on peut utiliser les fonds distincts comme, entre guillemets, remplacement comme une fiducie testamentaire. Vous savez, parfois, on peut vouloir léguer des sommes à certains héritiers parce qu'on ne leur fait pas confiance pour gérer ces sommes-là. Puis ce qu'on va souvent recommander, on en parlait tantôt, des fiducies testamentaires ou ce qu'on appelle des administrations prolongées. Fiducie, par contre, des coûts de maintien de ce genre de structure-là. Il faut nommer des tiers pour les gérer. Les gens, parfois, sont allergiques à ce genre de structure-là. Est-ce qu'on peut obtenir un effet similaire à une fiducie testamentaire en utilisant des fonds distincts? Oui, c'est parfois possible. Par exemple, avec les fonds distincts qu'on a à la Sun Life, il est possible de désigner un bénéficiaire dans un contrat de fonds distinct, mais à la place que le paiement soit fait sous forme forfaitaire, le paiement va être fait sous forme de règlement de rente, sous forme de rente, grosso modo. Fait que mon héritier, mon bénéficiaire dans ce cas-là, à la place de recevoir un montant forfaitaire au décès de mon défunt, il va recevoir une rente que j'aurai déterminée de façon préalable dans la proposition de contrat de fonds distincts. Je veux dire, achète-moi une rente de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, viagère, avec telle garantie au décès. Puis là, mon héritier ne reçoit pas le cash, mon bénéficiaire ne reçoit pas le cash au complet, il reçoit juste un revenu pour la période déterminée. Fait que ça me permet d'avoir un effet similaire à une fiducie testamentaire, mais sans avoir le coût, sans avoir la structure, je n'ai pas besoin de changer mon testament. Tu sais, des fois, le client vous dit, hey, mon fils, il n'est pas trop, je ne suis pas sûr que je fais confiance pour gérer ces sommes-là. Vous lui dites, ben, va voir mon notaire, là, il est bien bon, là, va le voir, là, il va te faire un testament fiduciaire. Là, vous voyez le client l'année d'après. As-tu été voir mon notaire? Non, je n'ai pas été. Avec un contrat de fonds distinct, désignation de bénéficiaire sous forme de rente, vous pouvez régler le problème, dans certains cas, dans votre bureau. On n'a pas besoin d'envoyer le client ailleurs, on règle ça tout de suite. Ça peut être une possibilité intéressante. Finalement, on va terminer avec le CELI au décès. Oui, c'est beaucoup plus facile à défaire. C'est-à-dire que si je change d'idée, je retourne dans votre bureau, puis on enlève la désignation de bénéficiaire, on en fait un autre. Tandis que si j'ai fait mon testament fiduciaire, puis là, je change d'idée, là, je suis obligé de retourner voir le notaire et faire payer un autre. Un testament fiduciaire, ça coûte à peu près 1 200$. Je suis obligé de payer un autre 1 200$. Bon, j'exagère, là, mais à peine. Fait qu'il y a des coûts beaucoup moins importants, puis ça se fait dans votre bureau. Puis si le client change d'idée au bout de 6 mois, ça se fait également très, très rapidement. Beaucoup plus intéressant. On a 2 questions. La première de Mme Chevrier. Le versement de rente peut-il être fait en paiement d'une police d'assurance vie? Ça dépend des compagnies d'assurance vie. Il y a certaines qui le permettent, d'autres qui ne le permettent pas. Fait qu'il faudrait voir avec vos compagnies d'assurance vie avec qui vous faites affaire. Deuxième élément, en cas de paiement des fonds distincts sous forme de rente, qui détermine la période de paiement? C'est le défunt, c'est le propriétaire du fonds distinct qui va dire dans la proposition une rente viagée, une rente 10 ans, une rente 5 ans, une rente 20 ans. Faites attention aux rentes viagères dans ce genre de situation-là. L'autre fois, j'ai eu un client, un conseiller qui est venu me voir, qui n'était pas content. Son client était bénéficiaire de cette option-là, mais la rente qui avait été choisie était viagère. Puis je pense que le client avait comme 27 ans. Fait que je pense que le client recevait un chèque de 63,28$ par mois le restant de ses jours. Il n'était pas très content. Alors, faire attention si vous utilisez ces options-là. Moi, je préfère beaucoup, dans la majorité des cas, d'utiliser des termes déterminés, 5 ans, 10 ans, 15 ans, pas plus. Là. Parce que viager, là, ça peut être problématique dans certains cas. Ça va dépendre de l'âge de nos héritiers. Bon, là, s'il décède, là, la clause tombe à ce moment-là, ça va être le subsidiaire qui va embarquer. Type de CELI. 3 types de CELI selon la loi de l'impôt. Le CELI de type rente, le CELI de type dépôt
puis le CELI de type fiducie. Pourquoi tu me dis ça, François? C'est parce que c'est important au niveau fiscal. Ils sont traités de façon différente au niveau fiscal au moment du décès. On s'entend qu'au moment du décès, si moi je détiens un CELI qui vaut 57 500 au moment de mon décès, mes héritiers vont prendre le 57 500 puis ils l'ont sans impôt, cet argent-là. Correct? On s'entend? Si j'ai une conjointe qui me dit, qui prend mon 57 500 dans mon CELI à moi, elle peut prendre ce 57 500-là, elle le prend sans impôt, puis elle peut le transférer à son CELI à elle, même si elle n'a pas l'espace de contribution. OK? Elle prend mon CELI, elle le met dans le sien, même si elle n'a pas d'espace de contribution parce que le sien il est foulé, puis elle peut garder l'espace de contribution que j'avais utilisé au moment de mon décès. OK? Fait que là, elle va avoir son 57 500 à elle, puis mon 57 500 à moi. Elle va avoir les deux. Fait que ça, c'est clair, on appelle ça une cotisation exclue. Formulaire RC 240, qui doit être envoyé à l'Agence de revenus du Canada dans les 60 jours. 30, 60, je sais pas. Il faudrait vérifier. Bon. Quand as-tu levé ce contrat-là? Quand tu... Mais quand tu fais celui de même, là, Ouais. c'est au décès que tu envoies ce contrat. C'est ça, c'est au décès. Suite au c'est même pas au décès, c'est suite au transfert. Tu prends l'argent, tu le mets dans ton CELI à toi. La journée où tu le mets dans ton CELI à toi, l'RC 240, là, t'as comme, c'est 30 ou 60, là, je vois assez de chiffres, là. T'as un certain délai pour l'envoyer à l'Agence de revenus du Canada, ce formulaire-là. Formulaire d'RC 240. Ça, c'est la règle. Potentiellement, là, on ne voit pas d'impôt nulle part. On prend la somme sans impôt, on prend la somme détenue dans le CELI, on l'envoie sans impôt, il n'y a pas de problème. Sauf que, dans certains cas, ça peut impliquer une imposition, les CELI au décès. Je vous explique comment. Premièrement, on va parler des CELI fiducie et des CELI dépôt. Quand je parle des CELI dépôt, là, c'est les CELI CPG. Puis les CELI fiducie, là, c'est les fonds mutuels, les obligations, les actions, les fonds négociés en bourse. Quand je décède, avec un CELI fiducie ou un CELI dépôt, il y a une fiction légale dans la loi qui dit que mon CELI reste un véhicule enregistré jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le décès. Mon CELI, il reste enregistré. Mais c'est une fiction. C'est pas vrai qu'il est enregistré. Mais le gouvernement dit qu'il est enregistré. Autrement dit, il n'enverra pas de relevé fiscal tout de suite, dans l'année où je suis décédé, puis l'année suivante. Il n'enverra pas de relevé fiscal. Mais, on va répondre tantôt. Ça va répondre à vos questions, ce que je dis. Bon. En attendant, posez-moi pas de questions. Vous allez voir, on va y aller de façon détail. Vous allez voir, ça va être plus facile d'y aller comme ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? Disons que j'ai un CELI qui vaut 100 000 $. Il fait du revenu suite au décès. Il fait du revenu jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le décès. Il n'y a pas de relevé fiscal qui est émis par la compagnie. Disons que moi, à la fin de cette période-là, je suis le conjoint de ma défunte, je prends l'argent qui est détenu dans le CELI. Je n'aurai pas d'impôt sur la valeur de base du CELI, mais je vais peut-être avoir à payer de l'impôt sur l'appréciation survenue entre le moment du décès puis le moment où j'ai pris l'argent. Par exemple, disons que je suis dans un CELI de fonds mutuels. Au mois de juin 2025, mon épouse décède, son CELI vaut 100 000 $. Le 100 000, là, je peux le prendre, le mettre dans mes poches, il n'y a pas d'impôt. Il y a une période où le CELI reste enregistré jusqu'au 31 décembre 2026 de l'année suivante. Mais disons que mon CELI, là, rendu au 31 décembre 2026, il vaut 115 000. Puis c'est à ce moment-là que je le prends pour le transférer dans mon CELI à moi. Qu'est-ce que je peux transférer en franchise d'impôt dans mon CELI à moi? C'est 100, pas 115. La différence entre les deux, c'est imposable. Imposable comme du revenu ordinaire, comme du revenu d'intérêt. Qui a eu du gain en capital, des dividendes s'en foutent, c'est imposable comme du revenu d'intérêt. Hein? Il n'est plus enregistré. Autrement dit, le gouvernement me donne un break pendant 1 an et demi, là, mais il se reprend au bout de la période. Puis il se reprend en m'imposant sur du revenu ordinaire. Si je t'en perds? Ben là, si je t'en perte, je vais avoir une déduction de perte en capital. Oui. Ma conjointe, automatiquement, quand je fais la succession, je fais
Ouais. OK. Ce que je vous dis, c'est parce que c'est pour ça que je vais parler du processus de règlement de succession. Si moi, je suis un héritier d'un défunt, puis je transfère d'un CELI à l'autre au bout de 2 semaines, est-ce que j'ai fait mon inventaire? Est-ce que j'ai fait mon certificat de décharge? Hein? Disons dans les 6 mois, disons dans les 3 semaines, est-ce que j'ai fait mon certificat de décharge, mon inventaire, tout ça? Est-ce que la succession est réglée au bout de 6 mois? Elle est. Tu sais, le problème, là, c'est que je suis en fonds mutuel. Fait que là, il faut que je fasse le processus de règlement de succession. Des fois, les clients me disent, mais moi, c'est pas long, transférer les CELI, ça me prend 3 semaines. Ça prend 3 semaines parce que tu n'as pas suivi aucune loi du Code civil. Peut-être qu'il n'y a aucun problème pour la majorité de tes clients, mais il y a un moment donné, il y en a un qui va peut-être avoir un problème avec cette façon de faire-là. Ça veut dire qu'il accepte les dettes de la succession, puis mon liquidateur accepte les dettes fiscales du défunt. Si j'ai fait ça, là, ça veut dire que mon liquidateur vient tout faire ça. Wow! Wow! Beau cadeau, problème. Fait il y a une problématique avec les fonds mutuels au Québec. Le problème n'existe pas dans les autres provinces en passant, parce qu'il est possible de faire des désignations de bénéficiaires de fonds mutuels en CELI dans le reste du Canada, mais pas au Québec. On a un problème au Québec à cause de ça. Puis le gouvernement le sait depuis 2008, puis jamais rien fait pour le régler. 2009, mais jamais rien fait pour le régler. Mais ça. OK. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Oui, on pourrait prendre un CELI sous forme de rente. Quand je dis CELI sous forme de rente, c'est un CELI de fonds distincts. Mon CELI de fonds distincts, la journée du décès, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un compte non enregistré. Automatiquement. Les revenus générés dans le compte, s'il y en a, vont garder leur nature. Puis, étant donné que c'est un CELI d'assurance, ben, qu'il y a une désignation de bénéficiaire, le cash, je peux le transférer beaucoup plus rapidement. Là. Je ne suis pas obligé d'attendre un an et demi de faire mon règlement de succession. Je passe à côté de la succession, puis je peux transférer le cash rapidement. S'il y a une appréciation en valeur entre la date du décès et la date du transfert, mes revenus gardent leur nature. Ça veut dire que mon intérêt reste du revenu intérêt, mon gain capital reste du gain capital, mon dividende reste du dividende. Fait que j'ai 2 avantages à utiliser un fonds distinct avec une désignation de bénéficiaire. Le délai de règlement est beaucoup plus court. En plus, mes revenus, s'il y en a, gardent leur nature. Je baisse ma facture d'impôt. Je peux-tu faire mieux que ça? Faire encore mieux que ça. Allons-y avec nommer son conjoint comme titulaire remplaçant dans un CELI de fonds distincts. Ça peut juste être le conjoint. Marié ou pas, c'est pas grave. Je peux le nommer comme titulaire remplaçant. Pas comme bénéficiaire, comme titulaire remplaçant. Qu'est-ce qui arrive si je nomme un conjoint comme titulaire remplaçant dans un CELI? Il y a transfert automatique suite au décès. Il n'y a aucune période de transition. On ne passe pas par la succession. Mon conjoint devient propriétaire dès que je décède. Hein? Ah, ben là, ça, je ne me mêle pas de ça. Donc, dans ce cas-là, la personne, suite au lendemain du décès, a 2 CELI. L'ancien décès du CELI du conjoint, puis elle a le sien. Elle pourrait les fusionner si elle voulait. Quand tu déposes, tu peux déposer dans un nouveau CELI ou dans le tien. C'est pas important. Oh, ouais. Ouais. Oh, ouais, c'est pas important. Mais l'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas de délai. L'avantage de ça, surtout, là, c'est qu'il n'y a pas de chèque qui passe par la banque, puis la caisse, puis... Ça, là... Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, si je nomme mon conjoint comme titulaire remplaçant, je n'utiliserai pas nécessairement une garantie de 100% au décès, parce que je vais avoir payé ma garantie peut-être, je vais l'avoir payé peut-être pour rien dans certains cas. Tu sais. Mais par contre, ça facilite le règlement. Je ne transite pas, je n'envoie pas un chèque, elle ne dépose pas un chèque à la caisse qui va l'appeler pour essayer d'aller rapporter l'argent. Il n'y a aucun formulaire envoyé à l'Agence de revenus du Canada. Fait que mon petit client, là, ma petite madame de 77 ans, là, qui est un peu fragile, là, c'est que le transfert soit fait automatiquement, elle aime ça. Oui, mon cher. S'il était... Ben, non, dans ce cas-là, la garantie n'aurait pas lieu parce qu'il y aurait comme 2 rentiers dans ce cas-là.
Fait que si tu veux vraiment utiliser ta garantie 100% au décès, normalement, tu serais mieux d'utiliser une désignation de bénéficiaire pour que ça vaille la peine. Ça vaille la peine dans ce cas-là. Ouais. C'est quoi le remplaçant et le bénéficiaire? Ça va être la même personne? Non, le bénéficiaire, ça peut être n'importe qui. Titulaire remplaçant, il faut que ce soit le conjoint. OK? On peut avoir le titulaire remplaçant, le conjoint, puis Tu pourrais. avoir les enfants. C'est ça, c'est ça. Ça serait quoi l'impact à ce moment-là? Ben, je décède, mon épouse devient nouveau propriétaire du CELI. Fait que le CELI, elle continue d'être propriétaire. Puis, ça ne change pas la désignation de bénéficiaire à son DCL, ça va aller aux enfants. Oui, c'est conjoint sans fiscal. C'est ça. Donc, 12 mois de cohabitation. Non, 3 ans, c'est pour les 3 ans, c'est pour les régimes sociaux. Pour le fiscal, c'est 12 mois. La production d'un rapport d'impôt avec les communes. Ah, puis même pas, des fois, c'est même pas obligé d'être rapport d'impôt. Tu peux envoyer un petit formulaire à l'Agence de revenus du Canada pour dire que tu es conjoint de fait maintenant. Ouais. Oui, elle est propriétaire. Elle a 2 CELI. Elle pourrait les fusionner. Elle pourrait faire ce qu'elle veut avec, puis elle va garder les droits des 2. Autrement dit. Autre avantage à faire ça, le CELI, si je suis en état de surcontribution au moment du décès, ne serait-ce que d'$1, je ne peux pas faire le roulement fiscal au conjoint à moins d'avoir l'autorisation écrite du ministre. Fait que si, par exemple, j'ai fait une erreur, j'ai contribué 1 pièce de plus à mon CELI que je devrais, normalement, le roulement au conjoint au décès n'est pas permis sans avoir l'autorisation écrite du ministre. Je peux l'encaisser, mais je ne pourrais pas le remettre dans mon CELI à moi normalement. Je perds l'espace de contribution. Fatigant. Si j'étais avec un titulaire remplaçant, je n'ai pas ce problème-là. Deuxième élément, j'ai parlé de la période de grâce jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le décès. Si je ne fais pas le roulement durant cette période-là, je le fais le 1er janvier de l'année après, le roulement fiscal n'est pas permis. À moins d'avoir l'autorisation écrite du ministre, encore une fois. Puis, ben, c'est ça, tu es occupé, le ministre. Fait que c'est 2 avantages supplémentaires d'avoir le conjoint nommé comme titulaire remplaçant, c'est que j'évite toute problématique. Là. La succession qui traîne, on n'a pas fait le roulement, la succession n'a pas été réglée, puis le CELI a traîné. Mais avec ça, je n'ai pas ce problème-là. J'ai transité à côté de la succession, l'argent est transféré automatiquement. Fait que moi, si j'étais conseillé par mesure, je dirais, de bonne pratique, je pense que je mettrais j'aime pas ça dire dans tous les cas, parce que chaque cas est un cas d'espèce, puis il faut analyser chaque cas différemment, c'est notre job, mais je vous dirais, dans beaucoup de cas, je mettrais mes clients à partir de 65 ans de façon systématique. Les CELI, je les mettrais dans des fonds distincts, avec une désignation de titulaire remplaçant. Est-ce que titulaire remplaçant, c'est la même chose que titulaire subsidiaire? Oui, c'est un titulaire subrogé. Titulaire subrogé, titulaire remplaçant, c'est la même affaire. Dans leur jargon de la loi de l'impôt, ils appellent ça titulaire remplaçant, mais c'est la même affaire. Hein? J'ai aucune idée. Je ne peux pas vous dire. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Ben oui. Ben oui. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. Beaucoup de travail. C'est pour ça que c'est bon de s'associer avec un notaire et un avocat et un fiscaliste dans votre pratique de tous les jours. Et vous avez tout ça ici. On a tout ça ici, dans nos alliances stratégiques. Que sur votre site Internet, vous avez la documentation, si on veut préparer un envoi à un client qui va l'affaire, Ouais. l'envoyer. Il y a certains éléments. Vous nous écrire, dire ce que vous regardez, puis on a de la documentation sur certaines affaires, d'autres affaires, ben, des fois, faut le composer, là, mais on a du stock, oui, effectivement. Faut nous envoyer ce que vos besoins, il faut discuter avec votre équipe de vente. Ouais. Ah, absolument. C'est sûr. Puis ça, là, c'est le fun, là, la caisse, là, puis la banque, là. Hein, ils peuvent pas le faire. Ils peuvent pas le faire. Vous êtes seul à faire ça. Fait que c'est un avantage. Ben, il pourrait faire avec des jeux. Tu sais, il faudrait qu'il réfère aux spécialistes de Desjardins Sécurité financière, puis là, il pourrait arriver que c'est Elios puis faire la même affaire. Mais tu sais,
Desjardins peuvent, parce qu'ils sont. La loi sur les banques, c'est bien sévère. Là, tu ne peux pas porter le chapeau d'assurance puis le chapeau de. Mais ouais, c'est ça. Tandis que Desjardins, ils sont pas attachés par la loi sur les banques. Fait qu'ils ont un petit peu moins de menottes aux mains. Mais c'est en général, là, j'ai déjà été conseiller chez Desjardins il y a très, 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 très longtemps. J'en vendais pas de fonds distincts, c'était le gars de Desjardins Sécurité Financière qui en vendait. Oh. Ça, là, je peux pas. Je me mêle pas de ça. Je n'ai pas les compétences pour ça. Oui, reculer. Mais je ne peux pas vous dire, là, honnêtement. Là, je serais bien embêté. Je n'embarque pas là-dedans. Je me mêle pas de ça. On a une question, oui? Oui. J'ai une bonne valeur financière. Ouais. Il y a des comptes avec moi, placement, fonds distincts. Mais là, dernièrement, j'ai ouvert un compte CELI. Ouais. Pas CELI, non enregistré. Ouais. Payable à une personne qui appartient pas à sa famille. Ouais. Il décède demain matin. Ce compte-là, la compagnie d'assurance va payer la personne qui n'appartient pas à la famille. Sans regard au testament. Sans regard au testament. Effectivement. Ben, c'est pas mal ça. Donc, moi, je vous dirais que, grosso modo, j'aurais tendance à mettre mes clients d'un certain âge, pas les clients de 20 ans, 25 ans, peut-être pas besoin d'être en fonds distinct tout de suite, là. Ça peut être intéressant pour d'autres raisons, là, mais pour les gens d'un certain âge, 60, 65 ans, les mettre de façon systématique en fonds distinct, ça va coûter 10 points de base de plus, mais vous avez un transfert qui se fait automatiquement, sans aucune paperasse, pas d'RC 240 envoyé à l'Agence de revenus du Canada. Puis là, les CELI, au début, on ne se posait pas cette question-là. Les CELI valaient 5 000 puis du 1000 puis le revenu entre la date du décès et la date du transfert, c'était des peanuts. Mais là, c'est des CELI de 100 000 là, puis de 150, là, il va en avoir, là, s'il n'y en a pas déjà là, dans votre book. Je parle toujours des conseillers maintenant, puis il y en a toujours un qui me sort hey, mon client il a 100 000 dans son CELI. Là, fait, hein? Les rendements? Ouais. De cotisation, mais ils ont fait des rendements. Ils ont fait de la gestion agressive. Oui, il y en a des de même. Je vous le dis, là, depuis. Il y a 2 ans, j'en voyais pas, mais là, je commence à me le faire dire. Ça double aux 7 ans. À 10 de rendement. Mais je peux vous dire, ce que je veux dire, c'est que vos clients qui ont 65 ans aujourd'hui, qui vont arriver leur moment de leur décès peut-être 15, 20 ans plus tard, le CELI va peut-être valoir 150, 200, là, 250. Ouais. Je vous dis pas que c'est une majorité. Non, absolument. Mais là, moi, je parle des conseillers financiers. Fait que j'assume que vous avez des gens qui épargnent. C'est sûr que si j'allais parler à un travailleur social, leurs clients, ils n'en ont pas de CELI. Là. Mais les gens qui sont conseillers financiers, qui ont des clients qui ont un petit peu d'argent, ben, en général, ils ont mis des sommes. Non, c'est pas tous les clients, mais il y en a qui le sont. Ah, ben ça se peut. Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, à ce qu'on dit. Effectivement. Regarde l'espace. Ça, c'est le réel. Oui, moi, j'ai terminé. On va poser une dernière question Ouais. aux gens qui sont éloignés. Alors, qui doit-on nommer comme titulaire remplaçant au Québec? Répondez par la question. Moi! On va en avoir des époux. Avant? Conjoint. C'est ça. Oui, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me rejoindre. Là. Il y a des questions, il n'y a pas de problème. Souvent, les questions qu'on a sur les fonds distincts, c'est sur les structures de détention de contrat. Tu sais, genre, qui je nomme propriétaire, qui je nomme rentier, je nomme titulaire remplaçant subrogé, j'ai-tu un co-rentier,
Tu sais, des fois, là, on a des bonnes questions de structure de contrat de détention. Là. Appelez-moi pour ça. Là. Des fois, là, on va jongler avec vos besoins, puis on va vous trouver une façon de détenir le contrat là, de façon intéressante pour le client. Ça pourrait être le sujet d'une prochaine rencontre, effectivement. Absolument. C'est sûr. Oui, mon cher. Ouais. 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 Normalement, dans une compagnie de gestion, on ne devrait jamais nommer de bénéficiaire. Ça devrait être la compagnie. La compagnie bénéficiaire. OK, ben là, c'est correct. Là, tu vas nommer les actionnaires comme rentiers. Comme rentiers. Non, le titulaire remplaçant, non, la compagnie reste propriétaire, on nomme pas de titulaire remplaçant. La compagnie ne meurt pas. Fait que, il n'y aura jamais de titulaire remplaçant. La compagnie, ça ne meurt pas. C'est immortel, en guillemets. Fait que la compagnie est propriétaire, pas de titulaire remplaçant. On va nommer la compagnie bénéficiaire. On va nommer comme rentier l'actionnaire, puis parfois sa femme comme co-rentier. Fait que là, ce qui arrive, c'est... Fait que là, dans certains cas, ce qui est intéressant, c'est parce que si on a juste nommé Monsieur Rentier, Monsieur décède, là, le contrat, il est disposé, puis il y a un impôt. Ouais, c'est ça. Ben, c'est correct, on se comprend. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est ça. On reporte la facture d'impôt dans le futur. C'est ça. Fait que souvent, on fait ça. OK. OK. Ouais, c'est ça. C'est bon. Non. CELI, non. On parle d'un compte non enregistré. Ouais, non. CELI, ça appartient à un particulier. Une rente dans une compagnie? Ben, souvent, là, les stratégies qui étaient intéressantes, c'était les rentes assurées, les back-to-back dans une compagnie, parce que ça te donne un revenu qui peut être assez élevé, plus élevé qu'un CPG. Tu en as plus au net qu'avec un CPG, même si tu payes ta prime. Puis au décès, ça baisse ta valeur marchande de la compagnie. Fait que les rentes back-to-back dans une compagnie, ça peut être intéressant dans ce sens-là pour un client qui serait de profil CPG. Ce client là, qui est un chicken, là, puis lui, il n'est pas capable d'aller sur les marchés, là, il a peur. Là, ça peut être une belle alternative, la rente back-to-back dans une compagnie. Bon, il y a des chances. Mais là, je dis, écoute, je parle de ça de temps en temps, mais il y a pas des, on peut le parler. C'est pas des affaires qu'on vend tous les jours, là, tu sais. Mais au point de vue, au point de vue, là, tu sais, pour le client qui est genre chicken, puis tu veux donner un revenu, puis en plus, tu as un avantage au décès parce que ça baisse la valeur de la compagnie, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Au point de vue fiscal, c'est pas 100 000 à l'heure parce que tu sais, le revenu de la rente ne peut pas être prescrite, c'est une rente type revenu couru, puis c'est imposable en compagnie à 50 fait que c'est pas la meilleure fiscalité que tu peux avoir pour des placements, mais c'est mieux qu'un CPG.